Eh ben voilà, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue donc à cette conférence de presse organisée par Lagardère ASBL et moi-même, donc le docteur Bouillon David, directeur médical à Lagardère. C'est un sujet important aujourd'hui, très important, parce qu'on est encore en train de parler entre la vie et la mort. Donc écoutez bien ce que je vais dire, c'est très très important. Alors, je vais d'abord, avant de commencer, remercier les personnes qui ont quand même eu la politesse de se déplacer. Donc merci à BAM, média indépendant. Merci à Cité 24, média indépendant. Et à Keros, qui est à distance, mais qui est parmi nous aussi. Merci donc aux trois médias indépendants, citoyens, qui tentent le plus possible de fournir une information aux citoyens, aux patients, aux professionnels de la santé et aux parents. C'est ça le sujet aujourd'hui. Je suis ici aujourd'hui avec l'ensemble de l'équipe pour justement donner de l'espoir, donner de l'information et du courage aux professionnels de la santé, aux parents et aux patients au sujet donc de la vaccination obligatoire. Et essayez de rester jusqu'au bout parce qu'on a une surprise puisque j'ai à côté de moi donc Jean-Luc Roé. Roger. Allez, bonjour Jean-Luc. Moi, je vais t'appeler Jean-Luc, hein, ça va. Mais la surprise, c'est après. Hein. La surprise, c'est à la fin. Comme le gâteau. Voilà. Et alors, merci à mon ami Philippe, maître Van donc d'être ici, qui est en train de construire, bonjour Philippe, qui est en train de construire vraiment une belle équipe juridique pour essayer de battre, de combattre, de lutter contre Goliath. Ce n'est pas évident, mais il y a moyen, Philippe. Hein. Voilà. Bon, avant de commencer, donc c'est un sujet très important, cette vaccination obligatoire, qui me met hors de moi en tant que médecin, puisque aujourd'hui, la médecine est dirigée par des responsables politiques, et ce sont eux qui informent les citoyens, les patients, les professionnels de la santé, ce sont eux qui décident de tout, et on n'arrive pas à être écouté, à être entendu, malgré une expertise de 40 000 patients, malgré des prises de sang et des tests sérologiques depuis mars 2020, mais on n'est pas entendu. Mais comme par hasard, Israël, ça c'est quand même la nouvelle aujourd'hui, Israël donc va réaliser des tests sérologiques chez les enfants non vaccinés de 3 à 12 ans. Israël, bravo, bravo, bravo. Vous devez savoir qu'à la date d'aujourd'hui, la France fait des tests sérologiques épargnant une deuxième dose si jamais on est si jamais on a été infecté. Le Luxembourg, la Suisse, donc beaucoup de pays utilisent les tests sérologiques et nous on l'utilise depuis le mois de mars 2020. Et c'est pour ça que je suis là, parce que beaucoup vont parler de leur propre expérience et je les respecte, mais nous, on parle de notre expérience à nous. 40 000 patients, c'est quand même pas rien sur 18 mois, avec de la souffrance, avec des difficultés. Madame Béfumeau sur le terrain, en plein Covid, avec une tenue, avec une ambulance. Madame Béfumeau qui est ici présente, bonjour. Bonjour. Madame la Présidente, toujours le soleil. Hein. Voilà, donc, depuis mars 2020, quand les patients ont commencé à revenir d'Italie, eh bien, on nous a appelés parce que le médecin traitant ne se déplaçait pas ou était injoignable. Les hôpitaux ne répondaient pas non plus. Et voilà les premiers patients âgés en difficulté en mars 2020. Je n'en dirai pas plus parce que c'est en justice, puisque l'ordre des médecins est dans le désordre et l'État a mis des bouchons dans ses oreilles. Donc, ils agissent vraiment comme bon leur semble. Et c'est pour ça. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a deux choses que je vais dire avant d'entrer dans le sujet de la vaccination. C'est d'abord une lettre de l'ordre des médecins que j'ai reçue, donc, que tous les médecins ont reçue le 4 novembre 2020. Donc c'est une lettre très générale, on va dire ainsi, mais très précise aussi. Ça veut dire que les médecins, confrontés à cette crise sanitaire, à cette infection virale contagieuse, eh bien, ils le disent, noir sur blanc, nous sommes dans un état de guerre. Nous sommes en guerre contre ce virus et contre sa contamination. Tiens donc, une guerre. Et donc, dans cette guerre, les médecins font ce qu'ils doivent faire par rapport à leur serment, par rapport à la loi relative aux droits du patient de 2002, et ensuite par rapport au code de déontologie. Et chaque médecin choisira la priorité. Sachez quand même que le serment d'Hippocrate, c'est quand même pour s'occuper des patients qui sont en souffrance, qui sont atteints dans leur dignité, qui sont donc en train d'être en danger
par rapport à ce virus. Serment d'Hippocrate, il ne faut pas le négliger. La loi relative du droit du patient, là aussi, il ne faut pas le négliger, parce que c'est quand même tous les droits qu'un patient a besoin de savoir, c'est-à-dire une information médicale. Quand on prend une décision, et c'est surtout important pour la vaccination, quand on prend une décision, on doit être bien informé. Et je vais vous donner après beaucoup d'éléments qui font qu'aujourd'hui, il faut réfléchir aux décisions que l'on prend. Bien informé. Deuxièmement, avant de commencer un traitement, avant de commencer toute forme de vaccin, il y a un consentement éclairé. Et c'est surtout valable aussi pour les parents vis-à-vis des enfants. Un consentement éclairé. Vous devez signer quelque chose pour comment être couvert en cas de problème, et d'autant plus qu'on a affaire à un vaccin expérimental, à un vaccin en phase 3, un vaccin où encore aujourd'hui on apprend de nouveaux effets secondaires. Troisièmement, c'est qu'il y a une relation, il y a une confiance entre le médecin et le patient, et entre le patient et le médecin. Ou plutôt, de manière générale, entre le patient et tout professionnel de la santé. Et ça, c'est très important. Donc, on ne peut pas raconter n'importe quoi aux patients, et surtout, comme j'ai entendu vendredi, surtout pas un ministre qui se permet de faire une comparaison entre le vaccin d'une hépatite et le vaccin de la Covid, donc à titre expérimental. C'est de l'exercice illégal de la médecine. Donc voilà. Donc, ça, l'ordre des médecins, important. Alors eux, ils disent, voilà, nous sommes en guerre, vous avez quand même la liberté thérapeutique, c'était un des piliers de notre profession. Mais le pilier s'est écroulé depuis longtemps puisqu'on n'a plus la liberté thérapeutique. Donc je pense que l'ordre devait peut-être retourner un peu plus sur le terrain, ça leur ferait plus de bien, et voir vraiment ce qui se passe sur le terrain, ce qui se passe dans les maisons, ce qui se passe dans la souffrance des patients, et maintenant dans la souffrance des professionnels de la santé. Donc depuis maintenant plusieurs jours, des infirmières, des ambulanciers, des médecins sont en pleurs. Ils sont prêts à arrêter leur travail, ils sont prêts à arrêter leurs études parce qu'ils sont dans la discrimination, parce qu'ils sont devant un vaccin obligatoire, soi-disant, parce qu'il n'est toujours pas obligatoire à la date d'aujourd'hui. Donc ne vous faites pas vacciner si vous ne voulez pas. Ce n'est pas obligatoire aujourd'hui, ça ne le sera pas demain non plus. Donc réfléchissez, faites pas comme en France. Alors, donc, troisièmement, ils disent qu'il faut être modéré sur les réseaux sociaux. Eh bien ça, elle est bonne celle-là, parce que si vous voulez être modéré sur les réseaux sociaux, mais qu'on ne sait pas vous entendre, qu'on ne sait pas vous écouter avec une expertise, et qu'on est censuré par les médias traditionnels, je dis bien censuré par les médias traditionnels, qui racontent du tout et du n'importe quoi concernant donc la médecine. Et ensuite, quatrièmement, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est que les médecins, quoi qu'ils fassent, ils en prennent la responsabilité. Donc la conférence de presse est sous ma responsabilité et je dis ce que je dois dire parce que tout ce que je dis est apporté par des preuves, par des témoignages, vous allez l'entendre tantôt, et par des réalisations. Les réalisations, elles sont ici. Voilà toutes les réalisations pendant 2020-2021. Ça veut dire qu'on a chronologiquement toutes les preuves grâce au journal La Province de Mons, le seul journal, la seule presse qui nous a suivis. Donc c'est le monsieur qui revient d'Italie. Et toutes les réalisations sont prouvées par des articles de journaux avec les kits donc, de tests sérologiques qui sont là. Donc au mois de mars 2020, les premiers tests rapides sérologiques sont arrivés en Belgique et ils sont passés à Lagardère. En un quart d'heure, on sait si on avait des anticorps ou pas. Et j'en parlerai plus dans le détail après. Et puis Lagardère s'est occupé des prises de sang. Les prises de sang, ça, c'est quand même important. Donc, avec une prise de sang, c'est toujours pas actualisé aujourd'hui, je vous le dis, à part Monaco, qui a suivi, mais c'est le seul pays où, avec une prise de sang, vous allez savoir beaucoup de choses, et j'en parlerai après. Et puis, la troisième réalisation, une réalisation, donc, c'est les tests rapides antigéniques. Là aussi, discriminés en Belgique, ils sont utilisés dans toute l'Europe, mais là, le gouvernement a dit non aux tests rapides antigéniques, et ils ont tellement dit non que ce sont les pharmaciens qui sont en train de les faire. Alors, ces tests rapides antigéniques aussi, un diagnostic en un quart d'heure, avec du virus vivant, et pas du virus mort, et c'était dans l'intérêt de savoir qui est positif maintenant. Donc, qui est positif maintenant? C'est important parce qu'en un quart d'heure, vous allez savoir mettre la personne positive en quarantaine et elle va éviter de contaminer sa bulle familiale, surtout s'il y a des personnes âgées, surtout s'il y a des personnes avec des cancers. Voilà la contamination. Voilà comment on lutte contre la contamination. On ne m'a pas entendu. C'est bien dommage. Et alors,
Alors il y a les vaccins et on en parlera après. Ça, c'est l'ordre des médecins du mois de novembre. Donc, très bonne expertise de leur part. Mais moi, j'ai une expertise on a une expertise de 40 000 personnes qui sont venues à la Gardère, qui étaient en difficulté, qui n'avaient pas de relais par rapport à leur médecin traitant, ni l'hôpital. Et ces personnes viennent des quatre coins de Belgique, même de France, d'Anvers, de Malines, de partout. Alors, je leur dis merci pour leur confiance et ça continue encore aujourd'hui. Alors, quelque chose qui est très important aujourd'hui, c'est que je dois, avec la Gardère, avec Maître Ngandeng donc, et avec mon ami ici présent, nous allons devoir affronter Goliath. Goliath, c'est le G, c'est le gouvernement, donc il faut affronter Goliath. Pourquoi Goliath? Parce que nous sommes dans un état de droit, nous sommes en démocratie, et je n'arrive pas, depuis mars 2020, à être entendu donc, par les responsables politiques. Et pourtant, j'ai le numéro de GSM de toutes les personnes importantes que j'ai contactées, qui m'ont répondu, notamment le docteur Prosman du Premier ministre, le docteur Goossens, les médecins de Scientiano, les médecins de la FMPS, donc tous les médecins aussi de la VIC. J'ai essayé d'envoyer des mails à M. Angler, le professeur Angler, qui est le monsieur Vaccin, qui a démissionné entre-temps. Mais bon, pas une seule réponse, pas une seule écoute. C'est dramatique. Et donc, nous avons quand même au mois d'août, donc il y a un an, au mois d'août, j'ai voulu être entendu par les responsables politiques, donc régionaux et fédéraux, pour dépister les aéroports, qui était quand même une idée importante, qui était quand même une réalisation importante, parce qu'aujourd'hui encore, donc ça n'a pas changé, revient d'une zone rouge, encore des patients, des personnes qui sont positives, mais ici on est dans l'horreur, parce qu'elles sont positives en étant vaccinées et en étant non vaccinées. Donc on est encore dans une escalade de contamination. Ça n'a pas changé depuis le mois d'août 2020. Vaccinés et non vaccinés sont aussi contagieux, prouvé par notre expertise, prouvé par un test antigénique positif qui est confirmé le lendemain par un PCR, ce fameux test que le gouvernement adore, le PCR, à 40 € pour les laboratoires, et qui est confirmé aussi par une prise de sang, parce que je rappelle quand même une notion de médecine importante, c'est qu'après 7 jours, des anticorps commencent à apparaître, on peut les doser par prise de sang, et donc l'infection, elle démarre, elle est surveillée par une prise de sang, et on voit ainsi la quantité d'anticorps tout au long des mois qui vont suivre l'infection. C'est quand même facile, et Monaco le fait maintenant. Alors, monsieur le juge Collignon, donc au tribunal de première instance en août 2020, ça vaut la peine d'entendre ce qu'il dit. Oui, j'étais débouté parce que c'était irrécevable, parce que les avocats de la partie adverse, ce n'était pas mon ami Philippe ici, c'était un autre avocat. J'ai été débouté parce qu'il y avait une procédure bien spécifique introduite, ça n'a pas été fait, j'ai été débouté. Mais ce n'est pas grave. En réalité, il faut écouter ce que le juge dit. L'action en justice a reçu une réponse radicale de la part du juge Collignon. Dans une ordonnance incisive et érudite, le tribunal se déclare incompétent, je le dis, pour juger de la demande du fait de la séparation des pouvoirs et condamne le docteur Bouillon à payer les frais de procédure. Oui, ça nous a coûté 3 000 €. Mais ces 3 000 € nous a rapporté les paroles suivantes. C'est que ces derniers demandaient à la justice de prendre en position ce que le tribunal n'a pas accepté. Il n'a pourtant pas manqué de donner son avis. Les atteintes à l'état de droit se sont multipliées dans de nombreux pays, et certainement en Belgique, observe le juge, qui liste ainsi. L'insécurité juridique est complète, car les règles changent sans cesse. Les atteintes à la vie privée sont multiples, et loin d'être toujours justifiées en droit. Les voyageurs de retour de l'étranger sont fichés, même s'ils ne reviennent pas d'une zone à risque. Et ça c'est le plus important, écoutez bien. L'égalité devant la loi est un principe qui paraît ignoré. C'est David contre Goliath. Les magasins de produits non alimentaires ont dû fermer quand la grande distribution était autorisée à vendre les mêmes produits. La foire du midi était interdite quand les parcs d'attractions étaient ouverts. Le magistrat va plus loin et écrit qu'un débat devrait aussi avoir lieu sur une conséquence possible du basculement de l'état de droit, qui est le risque d'émergence d'un état totalitaire. Et puis, je vous dis la dernière phrase, qui n'est quand même pas piquée des verres non plus, qu'au demeurant, les demandeurs ne sont pas animés des mêmes intentions que leurs adversaires, en tout cas, ce qui concerne l'État.
Attendu en effet que le docteur Bouillon-David et son ASBL insistent sur la préservation de la santé et de la vie, le virus étant mortel dans un certain nombre de cas, tandis que l'approche est tout autre du côté des pouvoirs publics. Tout est dit, Monsieur le Président, vous avez bien parlé, c'est la vérité. Alors, maintenant je rentre dans le vif du sujet. La vaccination obligatoire. Il y a deux choses dans cette vaccination obligatoire. Il y a d'abord le risque bénéfice-perte. Ils adorent cette phrase. Bénéfice-perte. Ça veut dire que tant qu'on est dans le bénéfice, on peut continuer ce vaccin en phase 3. Et si les pertes sont minimes, ben, là aussi, on continue. Alors là, il faut prendre toute cette définition et je vais vous dire ce que c'est que le bénéfice-perte. Bénéfice-perte, ça veut dire qu'on fait un traitement si on trouve que la santé peut être améliorée, c'est-à-dire que la maladie peut être épargnée si on fait ce nouveau traitement. Donc je parle aux personnes âgées, je parle aux personnes qui ont des cancers, des personnes qui ont des comorbidités comme le diabète, l'hypertension, d'accord. Mais les enfants, les adultes en bonne santé, vous faites un vaccin d'essai, expérimental, en phase 3, chez une personne qui est en bonne santé. Ça, c'est quand même incroyable. Alors, pour amener cette vaccination, mais alors au sommet de sa vente, puisqu'il y a sûrement des conflits d'intérêts, bien entendu, c'est un problème, c'est le pouvoir, c'est l'économie, c'est la finance qui est en train d'enterrer la médecine. Sous le regard, comme une vache qui regarde passer un train, des autorités médicales, des autorités syndicales médicales et surtout de certains confrères. Donc ça, je n'arrive pas à comprendre. Alors, comment fait-on pour vendre un vaccin? Eh bien, on part dans une espèce d'escalade de propagande. La propagande vaccinale. Ah tiens donc. Donc ça veut dire, oui, voilà les conflits d'intérêts, c'est pas moi qui l'invente, c'est au Sénat. Donc un sénateur ou un député qui a, dans la commission, mis en avant des conflits d'intérêts donc, entre gouvernement, laboratoire, et donc c'est pas moi qui l'invente. Hein. Alors, la propagande, elle est ici. Donc, et ça, c'est quand même terrible. Hein. Thomas s'est fait vacciner pour partir en vacances. Thomas s'est fait vacciner pour partir en vacances. Vous vous faites vacciner pour partir en vacances. Eh bien, ça, c'est quand même pas tellement médical. Hein. Un homme politique va plus loin. Pour sauver le travail, pour sauver l'économie, vaccinez-vous. Ça, c'est encore une fameuse propagande. Hein. Alors, la propagande, elle est dans tout, jusqu'à même la dernière heure, qui est allé sortir un article donc des États-Unis. J'aurais dû me faire vacciner, le terrible message envoyé par un homme avant de mourir du corona. Et quand vous lisez l'article, ce monsieur est allé 3 fois aux urgences, il s'est fait renvoyer 3 fois des urgences, et on n'explique pas qu'il a été pris tout de suite en main par son médecin généraliste, on n'explique pas qu'il a eu un traitement, une prise de sang, un bon examen clinique. On n'explique pas ça. Voilà. Donc ça, c'est la propagande sous toute sa forme. Alors évidemment, ça j'en parlerai après de la discrimination, mais la propagande, elle va jusque les communes, les autorités, la ville de Mons, le bourgmestre, hein, qui se permet d'envoyer un message à tous ses citoyens, faites-vous vacciner, faites-vous vacciner, faites-vous vacciner avec des textos, des mails. Donc il y a de l'harcèlement, les personnes ont reçu beaucoup de mails, beaucoup de textos, beaucoup de coups de téléphone pour aller à la vaccination. Et ça, c'est quand même grave. Jean-Luc fera le chemin inverse tantôt en vous expliquant son application. Alors évidemment, maintenant vous avez besoin d'un minimum de médecine, je dois quand même vous informer. Les documents que vous recevez, la convocation que vous recevez, comme c'est quand même vous qui allez recevoir ce vaccin de phase 3, lisez bien ce document. Et là, la médecine intervient. La vaccination ne vous défend pas contre la Covid. La vaccination ne vous défend pas contre la grippe, contre l'hépatite. La vaccination, ça sert à produire des anticorps. Ce sont les anticorps qui défendent votre organisme, votre corps, votre vie contre l'infection. Donc on vaccine pour produire des anticorps. Donc, c'est quand même très facile à comprendre, c'est que pour savoir si on a une vaccination qui a réussi, qui a marché, ben qu'est-ce qu'on fait? On fait une prise de sang, ou on fait un test sérologique au bout du doigt, pour voir s'il y a une présence d'anticorps. Alors, c'est quand même incroyable que nous avons une vaccination massive. Et depuis cette vaccination massive,
On n'a pas fait une seule prise de sang avant la vaccination. On n'a pas fait une seule prise de sang après, c'est-à-dire avant la deuxième dose, ou un test sérologique, qui se fait en France, entre parenthèses, qui se fait en France. Et on n'a pas fait de prise de sang après la deuxième dose. Un manque total de précaution, un manque total de prudence, qui fait que les effets secondaires existent. Mais je vous expliquerai dans 2 minutes les effets secondaires. Mais donc ça veut dire que nous sommes dans une phase de propagande vaccinale, dans une phase d'harcèlement. On harcèle toutes les personnes pour aller se faire vacciner. Troisièmement, il y a une désinformation médicale, puisque, je vous le répète, ce sont les anticorps qui vous défendent et pas le vaccin. Et alors, vous entendez M. Di-Rupo qui est en train de parler donc, au comité de concertation en disant ben, si vous voulez la liberté, vous faites vacciner. C'est aussi simple que ça. Pour être libre, il faut être vacciné. Ça, c'est la parole du docteur Di-Rupo. Alors, j'ai un film devant les yeux depuis maintenant des semaines et des semaines. Ce film, c'est le Titanic. Donc, le film raconte l'histoire d'un paquebot qui a coulé à cause d'un iceberg. Et ce paquebot, qu'est-ce qu'il y avait dans ce paquebot? Il y avait un étage ou plusieurs étages de personnes fortunées, puissantes, riches, avec les portefeuilles bien remplis, avec des montres en or, et vous aviez les cales, vous aviez vraiment le bas du navire, avec des personnes pauvres, des personnes qui n'étaient pas de moyens, et ils étaient enfermés en bas. Mais quand le bateau a coulé, tout le monde s'est retrouvé dans l'eau. Donc, le bateau est remplacé aujourd'hui par le haut, qui sont, d'après eux, d'après les riches, d'après les puissants, c'est les vaccinés. Le bas, les cales, ce sont les non-vaccinés. Et donc maintenant, aujourd'hui, on est dans une société où le Titanic existe toujours, avec une discrimination puissante, qui est en train de dissocier, qui est en train de désunir les familles, les collègues de travail, les maisons de repos, les hôpitaux. Vous avez une discrimination qui va aller jusqu'à des atteintes à votre vie, parce que vous allez être vacciné de force, et il ne faut pas l'être. Cette discrimination, elle est illégale, maître. Et quand vous voyez le directeur de l'UZ Bruxelles qui dit « Nous devons rendre la vie des non-vaccinés aussi difficile que possible », il y a de quoi se poser des questions. Quand vous avez un médecin de Vilvoorde qui met dehors une patiente parce qu'elle était non vaccinée, sans s'assurer du suivi, ça pose question. Quand vous avez maintenant des patients qui sont mis dehors des hôpitaux ou des personnes toutes simples qui sont dans un stade de football avec une tribune vaccinée et une tribune non vaccinée, mais où va-t-on? Où va-t-on? Alors, la seule chose que je vais dire, parce qu'après il y a un témoignage qui va arriver, la seule chose que je vais dire, c'est que la vaccination, elle est en phase 3. Donc, il y a un nombre important de patients qui ont été vaccinés et qui n'ont pas d'anticorps, qui n'ont pas de protection. Et c'est pour ça que les personnes vaccinées sont aussi contagieuses que les autres. C'est très facile à comprendre. D'autant plus que quand on respire, dans n'importe quel endroit, votre nez ne fait pas la différence entre le vacciné ou le non vacciné. Ça veut dire que le virus, il est dans le nez de chacun, et chacun doit faire ses anticorps. Donc on ne se vaccine pas pour protéger les autres, on se vaccine pour se protéger soi. C'est un choix individuel, c'est la liberté. Et voilà vers où on va. On va se rendre compte, Israël se rend compte, que les personnes vaccinées, eh bien, elles sont infectées, elles s'infectent de la même façon. Et ce qui est plus grave, c'est que la vaccination va susciter la formation de variants, de mutations. Parce que, on ne le dit pas assez, mesdames et messieurs, écoutez bien ce que je vais dire, c'est que votre système immunitaire, il est bien fait, il est bien fabriqué. Oui, il y a les anticorps, mais il y a des lymphocytes, il y a la vitamine D, il y a la peau, il y a les poils, il y a les organes, il y a toute une batterie de cellules, d'organes, de systèmes qui est là pour vous protéger. Vous avez toujours
était défendu par votre système immunitaire. Ne le matraquez pas avec un médicament expérimental dont on ne connaît pas encore l'ensemble des effets secondaires. Faites le bon choix. C'est votre droit d'être encore en bonne santé après la vaccination. Le système immunitaire, c'est la même chose. Vous pouvez l'apprécier par une prise de sang. On sait doser la vitamine D, on sait doser les anticorps, on sait même regarder le groupe sanguin. On ne le dit pas aujourd'hui. Le groupe sanguin au plus protège contre la Covid sévère, d'après notre étude et d'après des études internationales. Vous avez aussi, dans la prise de sang, des facteurs de risque de thrombose. On appelle ça les dédimères. On les fait, on les dose quand il est trop tard, quand vous arrivez aux urgences, quand il y a une embolie, quand il y a des thromboses sévères. On peut faire la prise de sang 10 jours avant. Et c'est ça qui est important dans ce message d'aujourd'hui, c'est que la Covid, la grippe, n'a tué personne. Ça n'a tué personne parce que nous avons 40 000 personnes qui pourront en témoigner. Le problème, c'est que dès le moments où on a cette infection qui arrive et qu'il y a des symptômes qui démarrent, c'est le moment où il faut être examiné. Des moments où il y a des symptômes, après quelques jours, où tout de suite les symptômes arrivent, on est reçu par un médecin, on est examiné, on est dépisté, on a une prise de sang, et là le diagnostic tombe. Et là il y a un traitement tout de suite à mettre en route. On ne laisse pas 10 jours les patients à domicile en étant infectés avec des complications et des complications graves. Voilà où sont les 20 000 personnes. N'oubliez jamais les personnes âgées qui sont restées dans les maisons de repos et qu'on a empêchées d'aller à l'hôpital, qu'on a empêchées d'être soignées et qui sont décédées sans oxygène comme un poisson de l'eau. Ne l'oubliez jamais. Alors, je vais laisser la parole, pour pouvoir un petit peu souffler 2 secondes, à Sabina et sa fille, qui ont vécu une histoire quand même dramatique, un problème de discrimination à une personne âgée. Et si elle ne le dit pas, alors que croire alors? Voilà, je vais te laisser la parole à la fille, donc voilà. Et après moi, Voilà. Alors, tu racontes un petit peu ce qui s'est passé? Bonjour, voilà, il y a 3 mois d'ici, sous le conseil du docteur Bouillon, ma maman, enfin on a pris rendez-vous chez le cardiologue attitré de ma maman, parce qu'elle vomissait tous les matins, elle était vraiment pas bien, et donc le docteur il nous a dit il faut aller chez le cardiologue vite vite et vérifier si tout va bien. Donc ce jour-là, c'est ma fille qui est rentrée avec ma maman, et je vais la laisser vous expliquer. Donc je suis rentrée dans le cabinet du docteur avec ma nonna. On s'est installé. D'abord, il a commencé à faire 1 ou 2 remarques sur le fait que ma nonna n'était pas bien suivie. C'était lui qui la suivait, mais ça faisait un certain temps qu'elle n'était plus venue, parce que ma nonna a du mal à aller à l'hôpital. Ça, je pense que ce n'est pas le sujet principal. Et ensuite, donc, il a commencé à lui faire ses examens. Et pendant l'examen, il lui a demandé si elle était vaccinée. Ma nonna, mais sans plus, il a juste dit « Êtes-vous vaccinée ?» Et ma nonna a dit non. Donc sans plus, il n'a pas demandé Covid ou n'importe quoi. Et il a dit, si c'est, donc ma nonna a répondu, il a dit, si c'est ainsi, je préfère ne plus je demande à ne plus vous suivre comme patiente. Donc comme quoi il ne veut plus être son cardiologue attitré. Donc sur le coup, je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit parce que dû au Covid, il était en première ligne et il avait signé trop d'actes de décès et donc il ne veut plus suivre les personnes qui ne sont pas vaccinées. Donc lui-même était vacciné et donc après, je lui ai demandé s'il avait un confrère à nous conseiller. Donc en plus, il n'était pas très agréable. Donc encore gentil, je lui demande s'il a un confrère ou quelqu'un dans ses connaissances qui est capable de respecter le choix de chacun. Et il me dit que non, que pour lui, aucun de ses confrères, parce qu'ils sont tous du même avis, aucun de ses confrères ne voudra suivre ma nonna. Donc après, j'arrive à la voiture avec ma nonna, choquée. Ma nonna rentre dans la voiture, ma maman me demande tout s'est bien passé. Je dis non, mais démarre, je te raconte après. Et donc on arrive chez ma nonna, elle a sonné à l'hôpital et je vais la laisser continuer. Donc de retour à la maison, forcément, ce que je fais, je prends le numéro de l'hôpital, je demande à parler à un membre de la direction, j'ai la secrétaire.
tout effarée, qui ne s'attendait vraiment pas à avoir une réaction pareille. Quand je lui ai dit ce qui s'était passé, elle me dit, écoutez, je contacte qui de droit et vous aurez des nouvelles début de semaine prochaine. J'ai même pas dû attendre 10 minutes. Mon GSM ressonne. C'était le chef de service qui m'a dit, premièrement, qu'il n'y avait aucun motif pour aller au tribunal, alors que je n'avais même pas prononcé ce mot-là. Donc je me dis, si tu me dis déjà ça en commençant, c'est qu'il y a un motif à aller au tribunal. Et je lui dis, c'est quand même formidable. Je dis que votre chef de service de cardio, enfin, je sais pas, ma maman n'est pas une criminelle, 79 ans, tu viens pour une consultation, demandée par un médecin traitant en urgence, vous n'êtes pas vacciné, je ne vous suis plus, je ne vous veux plus comme patiente. Ma maman n'a tué personne, ma maman n'a jamais fait de mal à personne, enfin, elle ne comprenait même pas, et moi encore moins qu'elle. Donc il me dit, mais il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, je vais vous rediriger vers un confrère qui, lui, n'a pas la même opinion. Ok, ma maman ne s'est pas retrouvée sans cardiologue. Pourquoi? Parce que nous, on est derrière. Parce que j'ai téléphoné à la direction de l'hôpital. Si ma sœur, moi et mes filles n'étions pas là derrière pour suivre mes parents, elle aurait fait quoi? Elle se serait retrouvée sans cardiologue, avec tous les problèmes qui peuvent en découdre. Donc au jour d'aujourd'hui, où on se fait vacciner, et si on ne meurt pas du Covid, ben on meurt d'autre chose parce qu'on refuse de vous soigner. Voilà. Tout simplement. 2021, hôpital de Charleroi. Merci. Je voulais un petit peu rajouter que tu es venu à Mons de Charleroi, ayant difficile à trouver un médecin sur Charleroi. Tout à fait. Exactement, parce que c'est aussi notre rôle pendant cette crise, c'est de prendre en charge, dans les 40 000, vous y êtes, vos parents sont dedans, ce sont des personnes qui n'ont pu trouver de médecin dans la région de Charleroi quand il y a eu la crise Covid. Tout à fait. Exactement, ça il faut quand même le dire. C'est comme ça que je vous ai connu. Et voilà. Alors, je voudrais, avant de parler des effets secondaires et après donner la parole à mon ami Jean-Luc, c'est quand même bien préciser ce point de vue suivant, puisqu'on parle quand même de vaccination obligatoire. Donc avant de décider si vous devez recevoir un vaccin de phase 3, donc c'est de bien lire, je vous l'ai dit tantôt, lisez bien, donc c'est mis noir sur blanc, fabrication, production des anticorps après vaccination. Il faut aussi savoir que, et je n'arrêterai pas de le dire, c'est que si la médecine était de bonne qualité, si la médecine était réalisée sans conflit, sans contrainte, ben, c'est quand même facile, hein. Ça a toujours existé comme ça. La personne est malade, elle a des symptômes, elle appelle son médecin, il arrive ou il la reçoit, elle est examinée, cette personne, ce patient, et il y a des outils. Donc ça veut dire, avec la Covid, il y a des tests sérologiques, il y a des tests antigéniques, il y a des PCR, il y a prise de sang, 4. Et les anticorps, les paramètres d'infection, les paramètres de thrombose. Et après, on met le traitement en route. Il ne faut pas des traitements à la professeure Raoul nécessairement. Je le respecte, il a son expertise, donc je le respecte, il a tout mon respect, mais on sait utiliser en Belgique des médicaments qui sont autorisés. Et ça a marché par rapport à toute l'expertise que nous avons à Mons. Ce que je voudrais dire quand même, c'est que l'information médicale, elle est quand même importante. Pourquoi est-ce que je dis ça? Ben parce que on a un test antigénique qui est utilisé partout, qui donne pas un diagnostic, mais une aide au diagnostic, parce qu'on sait déjà voir les personnes positives en un quart d'heure, suivi d'un PCR, suivi d'une prise de sang. Mais derrière notre dos, Scientiano, que j'ai eu plusieurs fois au téléphone, ils font quand même une étude maintenant avec les tests sérologiques depuis de nombreux mois. Ils sont dans les tests sérologiques. Et je ne peux pas le nier puisque nous participons à l'étude Charming, et Mme Befumo également, puisque Mme Befumo est infirmière. Ils font l'étude des anticorps, comme en Israël aujourd'hui. Ce n'est pas nouveau. Des anticorps, ça se dose, soit par test rapide sérologique, soit par prise de sang. Et la prise de sang, nous pouvons affirmer aujourd'hui que des personnes ont fait des Covid importants et ils peuvent avoir des anticorps jusque 4 à 10 000, alors que la norme c'est 15. 4 à 10 000 d'anticorps. Et vous avez à ce moment-là une durée
de l'efficacité de vos anticorps après une infection Covid qui peut aller de plus de 18 mois, le recul c'est 18 mois. Encore 18 mois après, les personnes ont encore des anticorps. Donc, c'est important. Et les anticorps sont tellement importants que ça va être, dans 2 mois, ça va sortir au niveau de l'Union européenne sous forme de traitements, des traitements à base d'anticorps, comme par hasard. Voilà pourquoi on accélère la vaccination maintenant, parce que les traitements sont déjà prêts, mesdames et messieurs. Les traitements sont déjà prêts. Il faut quand même le dire, parce que il faut oser le dire, c'est qu'il y a un confrère italien, le docteur De Dono, qui en mars-avril 2020 avait trouvé cette solution alors magnifique. Si maintenant une personne fait des anticorps, produit des anticorps après une infection Covid, ben on pourrait utiliser ces anticorps via une transfusion de plasma d'anticorps à une personne qui n'a pas d'anticorps et qui serait peut-être avec une Covid sévère. Eh bien voilà, j'ai encore appris par M. Facon qu'il y a une étude en Belgique depuis le mois de septembre. Nous sommes au mois d'août, donc depuis le mois de septembre, par la Croix-Rouge, par des hôpitaux, on fait cette étude de transfusion de plasma d'anticorps. Et des vies ont été sauvées puisque j'ai donné un coup de téléphone. J'ai donné un coup de téléphone donc, au responsable d'un hôpital de Mons. Voilà où ce qu'on en est. C'est qu'on connaît l'existence de traitements. Et étant donné que ce n'est pas la Covid qui tue, ce sont les complications de la Covid. Et là, on peut dire qu'on a 40 000 personnes derrière nous on peut savoir que c'est ça qui est important. Ce n'est pas d'avoir un traitement contre la Covid, c'est d'avoir une attitude, un protocole, un traitement contre les complications. Et il faut aller vite. Il faut aller dans les 10 premiers jours. Voilà. Donc si vous lisez des articles avec des personnes qui sont décédées de la Covid, vous allez voir qu'ils sont tous, en majorité, décédés à l'hôpital parce qu'ils ont attendu trop longtemps à domicile sans être examinés. Alors, j'en viens maintenant à cette feuille. Et là, ce n'est pas moi qui l'invente non plus. Les effets secondaires donc, du vaccin, il y en a 3. 3 effets secondaires. Des maux de tête, fatigue, température. Voilà ce qu'on vous promet avant d'aller à la vaccination. Eh bien, je peux vous dire, mesdames et messieurs, que les études sortent de jour en jour. Nous avons des myocardites, et notamment des myocardites chez des enfants qui font du sport ou qui ont eu donc une défaillance cardiaque après avoir été vaccinés et en faisant du sport. Des enfants avec des myocardites. Est-ce que ce sont des lésions qui vont guérir ou est-ce qu'ils vont avoir des séquelles à vie? Des myocardites. Et donc, vous avez la firme elle-même, Janssen, adressée au docteur David Bouillon, rue Elcrier numéro 7 à Glun, c'est moi. Cette firme m'écrit à tous les médecins, avec copie à la FMPS. Attention, docteur, il y a des thromboses. Il y a des thromboses. Donc, des épisodes aigus d'œdème qui touchent les membres, une hypotension. Il y a ça, noir sur blanc. C'est pas mis avant d'être vacciné, ça. On ne vous avertit pas avant d'être vacciné. Donc, les effets secondaires sont présents. Des embolies, des infarctus, des AVC, des troubles neurologiques, de l'immunité qui est perturbée. J'ai un gentil monsieur, parce que les témoignages sont importants à la Gardère. J'ai oublié de le dire, Léo. Donc, pour les témoignages, à la Gardère asbl@gmail.com, un monsieur qui a renvoyé ses effets secondaires. Il a une maladie de Crohn depuis 2003. Il était stabilisé. Et cette maladie, après vaccination, s'est réveillée. Et il a répondu à la FMPS. Ça a réactivé la maladie de Crohn. Il a des lésions intestinales. Ça a provoqué un pic immunitaire contrecarrant le traitement immunosuppresseur. 53 ans. Il est de nouveau avec un Crohn réactivé. Mais quand on va savoir tous les effets secondaires de cette vaccination phase 3, pour certains, il sera trop tard. Pour vous, il est encore temps de décider. Et pour d'autres, on verra l'avenir. Il ne faut pas tomber dans le piège. Alors j'en viens aux effets secondaires, qui est important.
c'est que on vous fait beaucoup de documents, beaucoup d'SMS, beaucoup de mails pour vous pousser à la vaccination. Et une fois que la vaccination est réalisée, petite parenthèse, parce que ça, il faut quand même réfléchir, petite parenthèse, il y a plus de 8 millions de Belges qui ont été vaccinés, apparemment. Est-ce que les 8 millions de Belges qui se sont présentés dans un centre de vaccination, est-ce qu'ils ont été dépistés à l'entrée de ce bâtiment? Est-ce qu'ils ont été dépistés? Non. Est-ce qu'on est dépisté dans un commissariat de police, dans l'administration communale, dans un bus? Non. Est-ce qu'on est dépisté lors d'un mariage, lors d'un enterrement? Non. Donc en réalité, il y a une discrimination. On décide qui doit être dépisté, qui ne l'est pas. Et ça met à mal une population qui doit partir à l'étranger pour le travail, pour des raisons familiales ou pour des vacances. Ça met à mal. Moi qui suis immunisé avec des anticorps en suffisance, je ne peux pas partir à l'étranger. Je suis obligé de faire un test. Je suis obligé d'être violé au niveau de mon nez, parce que c'est contre ma volonté. C'est un test qu'on m'impose pour partir à l'étranger. Ou alors je dois faire un vaccin, en espérant qu'avant de partir à l'étranger, je ne me fasse pas une embolie pulmonaire. Eh bien voilà. Pourquoi? Parce qu'en ayant eu le Covid au mois d'octobre, la seule effet secondaire que j'ai, ce sont mes dédimères qui sont élevés, qui justifient un traitement. Ça, on appelle ça le Covid long. Et donc sur ma Covid long, je suis obligé, pour partir à l'étranger, de me faire vacciner, avec un risque dramatique pour ma vie. Alors, vous comprenez bien que ce passe sanitaire, cette vaccination obligatoire, elle est en rien médicale. Elle est financière, elle est politique, et c'est dramatique, parce que ni l'ordre, ni l'autorité médicale n'ont un instant voulu m'entendre pour donner toutes les explications médicales sur notre expertise. Alors, bien sûr qu'il existe des papiers qu'on peut télécharger. Il faut avoir un ordinateur. Donc, on rend compliqué la tâche d'informer la FMPS. Ça, c'est les pertes donc, que je vous ai dit tantôt. Hein. Donc, ça, plus on rend difficile l'accès aux effets secondaires, mais moins le vaccin a de chances d'être arrêté. Et voilà le problème. C'est que les effets secondaires n'arrivent pas en suffisance à la FMPS. Aux États-Unis, une étude a montré que sur 100 personnes qui avaient des effets secondaires, une personne remplissait ce fameux papier. 1%. Alors ces documents que j'ai en main, on a téléchargés, ils sont là. Il faut les remplir. C'est très long, très difficile, mais il faut les remplir. Vous, patient, ou le médecin traitant, ou un médecin, ou la famille. Et puisqu'on a tous les documents pour aller se faire vacciner, et on n'a rien pour signaler les effets secondaires. Il n'y a pas un seul coup de téléphone, il n'y a pas un seul contact des responsables de ce pays pour savoir si vous avez présenté des effets secondaires. Là, une fois que le vaccin est fait, au revoir, bonne journée et bon courage. Il n'y a personne qui prend soin de vous pour voir si vous avez eu des effets secondaires. Alors ici, je vais laisser la parole à mon ami Jean-Luc, qui est venu à moi, grâce à Philippe, le hasard. Mais quelquefois, le hasard fait bien les choses. Et il y a 2 jours. Merci mon frère. Il y a 2 jours. En réalité, cette application, elle est géniale. C'est la même application que pour aller être vacciné, mais qui va être expliquée mieux. C'est un espoir, parce que je voudrais bien insister ça. Cette conférence de presse, c'est pour apporter un espoir à tous les professionnels de la santé qui ne sont pas vaccinés et qui sont sous pression, qui sont sous discrimination. Un espoir aux patients qui ne sont peut-être pas soignés comme ça devrait être, ou informés, et aux parents, puisque n'oubliez pas que dans quelques jours, il risque d'avoir des pressions pour vacciner vos enfants, avec des bus, avec des cars, tout ce que vous voulez. Et donc, vous avez le droit, en tant que parent, et ça Philippe en parlera après, vous avez des possibilités d'éviter cette vaccination obligatoire par rapport à la loi, par rapport au droit. Mais ici, je vais donner la parole à Jean-Luc concernant une application qui va démarrer dans les jours qui viennent et 2-3 semaines. Ben bon, quand le soleil, il faut le temps qu'il se lève. Hein. Voilà. Donc, il va vous en parler de manière plus compétente et précise. Merci Jean-Luc.
Merci David. Donc voilà, comment faciliter aujourd'hui l'accès à cette information qui se trouve vraiment enfouie dans le fin fond des sites de l'administration. Donc il faut aller la rechercher. Et donc l'idée, c'est d'offrir aux médias une technologie extrêmement simple qui va être la suivante, qui va être d'envoyer simplement un SMS très court qui va être ES comme effet secondaire à un numéro. Là justement on est en train de le réserver, on met tout en œuvre pour le moment. Et ce code par SMS va arriver sur une plateforme qui va créer pour la personne un site web. Un site web qui va contenir un premier élément, c'est toutes les informations liées au code ES. En retour de ce message envoyé, il recevra un SMS de retour pour lui donner le lien où est-ce qu'il peut aller accéder à cette information. Donc quand il ira sur le site, il tapera juste son numéro de téléphone, parce que c'est le seul élément que j'ai. Le numéro de téléphone, et un numéro de téléphone c'est anonyme, on a tous les numéros de téléphone de tout le monde sur notre GSM, il suffit de le taper. Et donc en arrivant sur le site, il va taper son numéro de téléphone, il n'a pas besoin de s'enregistrer, pas besoin de déclarer son adresse mail, rien besoin de déclarer de personnel, et le site ouvre directement une page web avec toute l'information nécessaire pour faire une déclaration des effets secondaires. Et donc, il y aura là, sur cette page, certainement le lien qui est évidemment très long, il suffira de cliquer dessus, qui va ouvrir la bonne page dans le site de l'administration. Hein, et il y aura aussi les documents PDF qu'il pourra télécharger directement et imprimer chez lui et renvoyer. Et s'il a des questions, il aura les informations de monsieur le docteur Bouillon. Voilà. Et donc, il y a un deuxième élément qu'on va pouvoir voir, c'est de se rendre compte que peut-être que les gens n'ont peut-être pas été ouvrir la page. Donc, ils ont dit, on a des effets secondaires, mais on n'a pas été voir la page. Donc, peut-être qu'un peu plus tard, on leur enverra un deuxième SMS en leur disant, tiens, vous n'avez pas été ouvrir la page. Si vous voulez être contacté, on va vous communiquer les documents papier. Si vous voulez. Donc c'est vraiment de faire une application qui est au service des gens, qui est simplement au service des gens. Voilà. Mais avec une application, on va pouvoir faire l'autre service aussi, qui est aussi le service contre la discrimination aussi. Oui, et ça, on doit en parler. Exactement. Et faire exactement le même processus de voir comment. Tout à fait, bien sûr. Donc, Donc ça veut dire qu'en cas de menace, en cas de pression, en cas de discrimination, en cas de vraiment de souffrance liée au fait que vous ne voulez pas être vacciné, vous ne voulez pas avoir ce vaccin, eh bien, il y aura un SMS qui partira et il y aura un service juridique qui vous aidera. Et ce service juridique, ben, il est à ma gauche. C'est Philippe qui va prendre le relais. Mais avant de clôturer ma partie un petit peu et de laisser la parole, je voudrais quand même me dire que si je suis ici, ce n'est pas du hasard non plus. Nous avons quand même, pendant ces 18 mois, puisqu'on a commencé en mars 2020, nous avons quand même eu beaucoup d'auditions, beaucoup de perquisitions, beaucoup d'accusations. Toujours aujourd'hui, il n'y a pas la moindre inculpation, il n'y a pas la moindre suspension à l'ordre. Et nous avons au contraire des magistrats qui nous encouragent à continuer le combat. Nous avons eu, sur dénonciation, un contrôle de la FMPS en janvier qui nous a donné quand même le feu vert, qui nous a dit que tout allait bien dans notre centre. Nous avons fait quand même un dépistage d'une école à Morlan-Ouai de 400 personnes. Nous sommes les partenaires de la fédération belge francophone et néerlandophone de boxe et de kickboxing. Donc ça veut dire des milliers de boxeurs, de photographes et d'officiels qui ont été dépistés sur cette année. Nous avons une expertise, nous avons fait une comédie musicale, enfin nous avons une expertise. Mais quand on dérange, quand on dit la vérité, à ce moment-là, on subit les atteintes donc, de l'état de droit. Et donc on a eu beaucoup d'auditions, ça nous a fait perdre beaucoup de temps. Et la loi, c'est la loi. Qu'on s'appelle David ou qu'on s'appelle n'importe qui, le Goliath, il doit trinquer. Alors, évidemment, on a la chance à regarder d'avoir rencontré Philippe, qui est quand même un avocat
un maître compétent, humain, qui est disponible 7 jours sur 7. Et je vais lui laisser la parole parce que c'est important, parce que le juridique, la loi dans un pays démocratique est extrêmement important. Voilà mon ami. Je te laisse... Ah, tu as le micro? Non, non, non. Voilà. Oui, merci David, bonjour à tout le monde. Merci pour votre présence et votre attention. C'est vrai que les applications par SMS dont Jean-Luc nous a parlé en concertation avec David sont vraiment révolutionnaires. Ce sont des moyens technologiques formidables. Donc, puisque chacun le sait, en Belgique, on a reçu des lettres, des SMS, etc., nous invitant, donc on appelle ça une invitation officielle à une vaccination. Bon, c'est très bien, mais il y a toute une série d'informations qui doivent pouvoir circuler, être fluides par rapport au respect des droits des patients. Donc il faut une information sur les effets secondaires. Ben, il vaut mieux être informé avant de faire l'acte médical, évidemment. Et également, bon, la loi sur le droit des patients prévoit une information sur les traitements alternatifs, aussi sur bon, toutes les conséquences par rapport à l'acte médical considéré, dont fait partie la vaccination. Surtout qu'ici, c'est un vaccin expérimental, c'est-à-dire que bon, il est encore sous monitoring, et donc il ne peut pas être obligatoire par le fait qu'il est expérimental. Alors il y a aussi toutes les informations après, parce que comme David l'a expliqué, en tant que médecin, il constate que si nous sommes sollicités maintes fois avant un vaccin, combien de fois sommes-nous contactés après le vaccin, et combien de fois les personnes qui veulent signaler un événement médical survenu après la vaccination, comment sont-elles accueillies et écoutées, et je dirais prise en charge par rapport à toute situation quelconque, tout événement quelconque qui peut arriver après une vaccination, qui normalement doit faire l'objet d'un suivi obligatoire pour un produit expérimental. Et là, bon, on est quand même surpris de voir que avant d'être vacciné, on reçoit toutes sortes de messages, d'invitations officielles, etc. Et qu'après, bon, je ne sais pas si on compte combien de fois on reçoit après un vaccin une demande, est-ce que ça s'est bien passé, ou quel est le bilan après 30 jours, quels événements, je dirais, indésirables ont éventuellement pu se produire. Je ne sais pas combien de personnes sont sollicitées à ce niveau-là. Donc l'application par SMS, elle est révolutionnaire parce qu'elle permet de pouvoir justement signaler les effets secondaires aussi facilement qu'en payant votre parking avec votre téléphone. Oui, donc pour payer votre parking, on commence à être habitué, vous tapez quelques chiffres, quelques petits caractères dans votre téléphone et bon, tout se passe de façon automatisée. Ici, donc, le SMS permettra d'aller sur la page officielle de la FMPS, soit pour faire une déclaration écran par écran, comme votre déclaration fiscale. Donc c'est soit sur le site web live, bon, vous recevez vos accusés de réception de votre signalement ou des copies, enfin peu importe. En tout cas, ça va être très facile. Bon, vous sortez d'un centre de vaccination, quelques temps après, ou même enfin, après parce que je crois qu'on garde les gens une demi-heure ou un quart d'heure. Enfin, mais bon, si après le temps d'observation du centre de vaccination, vous remarquez quelque chose, vous pourrez utiliser facilement cette application et la FMPS sera prévenue en temps réel de ce qui se passe. Et donc c'est vraiment utile d'informer évidemment les autorités et en numéro 1 la FMPS parce que ça permettra d'actualiser ces données. Bon, déjà, de façon générale, dans le domaine médical par rapport à une pharmacovigilance pour des produits médicamenteux déjà agréés, hein, donc pas un produit expérimental, on constate, et il y a une revue Prescrire, une revue dans le domaine de la santé qui avait publié il y a déjà, je crois, 10 ou 15 ans, que pour des déclarations d'effets secondaires, il n'y a que 10% des effets qui sont notifiés. Ça veut dire que vous avez, ben là on retrouve un iceberg, on a parlé de Titanic, vous avez une pointe de l'iceberg des effets secondaires, c'est 10%, et donc vous avez une grande masse, 90% qui n'apparaît même pas dans les statistiques des effets secondaires à la FMPS ou ailleurs. Donc la revue Prescrire a fait cette étude, je crois, au niveau européen. Donc ici c'est encore pire puisque David nous dit qu'effectivement aux États-Unis c'est 1% de notification des effets secondaires du vaccin Covid-19.
Donc vous imaginez que la pointe de l'iceberg, elle est vraiment petite là, hein, et l'iceberg est vraiment l'iceberg invisible sous l'eau est énorme, énorme. C'est 99% des effets secondaires aux États-Unis. Et malgré tout, 1% de notification d'effets secondaires du vaccin Covid aux États-Unis, c'est autant que tout vaccin confondu depuis quelques dizaines d'années. Je crois que c'est 20 ou 30 ans. Tout ce qu'on a pu observer pour tous les vaccins pendant 20 ou 30 ans, eh bien, ce petit pourcent des effets secondaires du vaccin Covid aux États-Unis, c'est plus. Donc ça vous donne un ordre de grandeur. Donc c'est important que la FMPS soit informée, parce que bon, il faut aussi aller sur le site de la FMPS. Vous verrez que de façon tout à fait officielle, il y a une publication justement des effets indésirables des vaccins Covid-19. On signale des points d'attention, je lis sur la page de la FMPS. Point d'attention, troubles menstruels. La FMPS a reçu des notifications des troubles menstruels suite à l'administration des vaccins contre la Covid-19. Bon, il s'agit de cycles prolongés, de saignements intermenstruels, de changement de l'intensité des saignements, de saignements post-ménopausiques. Donc, on dit que la grande majorité, c'est pas grave, ça se résout, mais bon, vous voyez, c'est quand même quelque chose. Il vaut mieux être informé de ça avant d'être vacciné si on est une femme, je suppose. Deuxième point d'attention, c'est les vertiges et acouphènes. Là, il y a un rapport du 5 août 2020 avec des cas de vertige et d'acouphènes associés. Vertige et acouphènes. Si, 5 août 2021. Ah, pardon. Donc, associé à l'administration de Covid-19, on donne des noms de vaccins. Enfin, ça, moi, je ne donne pas de nom de firme. Je ne fais pas de publicité. Bon, donc ça, c'est un deuxième point d'attention. Il vaut mieux être informé de cela avant d'être vacciné. On dit que ça n'affecte pas la balance bénéfice-risque. Ok, on continue. Troisième point d'attention. Problème de coagulation sanguine avec un vaccin et encore un autre. Donc après un examen approfondi, des rapports d'événements thromboemboliques et d'autres affections présentant des caillots sanguins survenus suite à la vaccination par deux vaccins ici, le comité d'évaluation conclut que les caillots sanguins inhabituels associés à un faible taux de plaquettes sanguines sont des effets indésirables très rares de ces vaccins. Bon, ben, si on ne signale pas tout, évidemment, c'est plus rare que la réalité. Enfin, on n'a qu'une apparence de rareté, donc c'est pour ça que c'est important de signaler. Et je suppose que l'application par SMS permettra d'informer plus amplement la FMPS. Et c'est le but louable et légitime de David et Jean-Luc. Donc on ne touche à rien au niveau de ce qui existe déjà, et on ne fait que, par l'exemple que vous donnez, améliorer le fonctionnement de la pharmacovigilance. Donc vous avez ce point d'attention donc sur les problèmes de coagulation sanguine, c'est très important parce que si vous avez des microthromboles qui circulent dans le sang, bon, ça peut donner des problèmes au niveau de certains organes, le cerveau, le cœur, etc. Bon, il y a encore d'autres informations que vous pouvez trouver sur le site de la FMPS. Donc il faut absolument notifier le maximum d'événements. Et bon, moi je vais vous donner un petit exemple, hein, tout simple. C'est que c'est important aussi même de signaler, par exemple, vous faites votre vaccin Covid-19, bon, vous avez peut-être pas mal ou un événement spécifique sur le plan de la santé, mais vous êtes fatigué, tellement fatigué que bon, vous allez voir votre médecin, vous restez 10 jours à la maison. Bon, en soi, ça n'a pas l'air grave, mais combien de personnes qui ont été vaccinées ont connu, par exemple, une fatigue intense, sont restés, mettons, une dizaine de jours à la maison, ont fait un certificat médical, ont reçu un certificat médical, et n'ont pas travaillé pendant 10 jours, ou plus, enfin, ou moins, peu importe, une semaine, 2 semaines. Bon, est-ce que la FMPS a été informée de tout ça? Eh bien ici, grâce à l'application par SMS, on pourra signaler en temps réel, ben voilà, j'ai dû rester 10 jours à la maison parce que je me sentais très fatigué après le vaccin. Et c'est important parce que ça permettra de donner, c'est un tout petit exemple, mais au niveau d'un pays, bon, si vous avez des dizaines de milliers de personnes ou plus qui restent 10 jours à la maison après le vaccin, bah, ça a un coût social, ça a un coût économique. Et bon, c'est même, je dirais pas le plus grave peut-être des événements indésirables qui peuvent survenir, mais c'est déjà pas agréable de rester fatigué à la maison pendant 10 jours. Donc c'est pour vous donner un petit exemple que la santé, c'est pas forcément les choses les plus graves, mais dans cette balance bénéfice-risque, il faudra intégrer toutes sortes d'informations utiles. Et donc, je me réjouis que la FMPS, dans les jours qui viennent, c'est pour assez rapidement, tellement cette application est simple et efficace, ben, on aura un fonctionnement
optimale de la pharmacovigilance en Belgique. C'est dommage que ça n'existait pas depuis le lancement des vaccins expérimentaux, parce qu'on aurait pu un peu plus vite alerter par rapport à certaines, je dirais, certains pics, hein, bon, tels que les points d'attention que je vous ai cités, mais bon, avec un nombre qui correspond plus à la réalité de la survenance des événements indésirables après un vaccin. Ça permet à nos autorités de prendre des décisions en étant mieux éclairées, plus rapidement, et comme l'a dit David, d'éviter à certaines personnes de s'exposer à un risque. Parce que la pharmacovigilance, justement, c'est de dire qu'il peut y avoir des contre-indications dans tel et tel cas, et c'est ce qui commence à apparaître, évidemment. Mais combien de mois? On arrive au mois de septembre, on vaccine depuis plus de 6 mois. Bien, si on avait pu disposer des informations via l'alimentation du site de la FMPS par des applications en temps réel telles que celle-ci qui existe, et bon, c'est vrai que bon, on a eu cette idée ce week-end, mais bon, c'est vraiment une chance. Je crois que c'est une chance pour vous tous de pouvoir signaler. Et ici, vraiment, c'est sur le plan d'une solidarité entre les personnes qui sont déjà vaccinées, de signaler des événements qui se produisent par une application très simple, hein, pour quel que soit l'âge, et en plus avec une facilité déconcertante. Hein, c'est encore plus facile que de payer son parking dans la rue, où vous êtes encore plus anonymisé via cette application, puisqu'on ne sait même pas... Enfin oui, c'est-à-dire que vous signalez avec vos données personnel à la FMPS, mais pas du tout pour David ou Jean-Luc. Hein. Ici, tout passe dans une discrétion totale, puisqu'il n'y a aucune donnée de santé qui sera, je dirais, qui fera l'objet d'un traitement ici par cette application. Au contraire, c'est juste une mise en contact. Voilà, c'est une mise en contact. Et par cette mise en contact, eh bien, avec une facilité énorme, vous pourrez tous vacciner, ou bon, oui, pour que, quel que soit votre âge et votre situation, signaler tout ce qui a pu se produire et qui pourrait intéresser nos autorités. Et là, peut-être qu'on verra justement une ampleur beaucoup plus réelle et conforme à la réalité de ce qui se passe après un événement après un acte médical tel que le vaccin Covid-19 qui reste toujours expérimental. Merci pour votre attention. Je vais te poser une petite question après. Je voulais quand même reprendre le micro parce que c'est quand même important ce que je vais dire, puisqu'on est dans l'information, donc les citoyens et les patients et tous les professionnels de santé et parents doivent être au courant dans quelle situation nous sommes aujourd'hui, ce que je vis aujourd'hui. La vaccination. La santé publique, donc la santé publique concernant la vaccination. Monsieur, il y a des ministres qui ont parlé de l'hépatite B vendredi, donc ça me tracasse cette histoire. Et quand vous allez sur le site donc de la santé publique vaccination hépatite B, vous vous rendez compte, je ne le savais pas, je l'ai appris, qui est le président? Qui est le président au niveau de la santé publique vaccination? Monsieur le professeur Yves Van Latem. Donc il est en train de donner des conseils au niveau fédéral à tous les citoyens et en même temps il est le président au niveau santé publique, vaccination. Et là où je n'arrive pas à comprendre, enfin si je comprends, mais je dois vous informer, que quand vous allez sur ce site où on voit la vaccination de l'hépatite B, très facile, 2 lignes. Pour la vaccination des adultes, un contrôle sérologique, tiens donc, un contrôle sérologique des anticorps est recommandé après la primo-vaccination complète. On parle toujours d'anticorps, on parle toujours de tests sérologiques dans toutes les maladies infectieuses. Et c'est tout ce qu'il y a de plus officiel, c'est mis noir sur blanc. Et il y a juste cette infection Covid qui est complètement censurée au niveau de la prise de sang, au niveau des dosages d'anticorps. À aucun moment, en Belgique, on n'a parlé des anticorps. Or, maître, les anticorps, ne sont-ils pas dans les textes belges et européens pour pouvoir partir à l'étranger? Les anticorps n'ont-ils pas permis à Monsieur le Président Macron d'avoir une dose au lieu de 2? Donc les anticorps, on les utilise, mais ça dépend pour qui, pourquoi, pour quelles raisons. Alors j'ai 2 questions à te poser. Les anticorps, est-ce qu'ils sont dans le texte? Et je voudrais te poser une deuxième question. La FMPS qu'on parle tout le temps, est-ce que c'est un organisme indépendant, comme la Gardère, c'est-à-dire une société qui est complètement indépendante du CQE, ou alors est-ce que la FMPS dépend de quelqu'un au niveau hiérarchique, au niveau intérêt et tout? Est-ce que tu sais me répondre à ces 2 questions, anticorps à FMPS?
Merci David. Bon, pour ce qui concerne la FMPS, déjà au moment du H1N1, on avait constaté que, en général, les agences pour les médicaments, que ce soit dans un contexte national ou dans un contexte européen, bah, elles sont, je crois, de l'ordre de 80% financées par les firmes pharmaceutiques, enfin ceux qui produisent des médicaments et qui font des demandes d'agrément, bah, ils doivent payer des droits, enfin des droits de dossier, etc. Et donc c'est donc ceux qui demandent des autorisations qui payent environ 80% ou plus du financement. Bon, on a parfois des conflits d'intérêts également au niveau du financement de l'OMS. Donc ça veut dire que les conflits d'intérêts, c'est malheureusement une réalité toujours actuellement. Hein. Y a pas, enfin, au Sénat, ça a été dénoncé, donc c'est bien connu. Mais donc ça veut dire que quand bon, ça peut être dans d'autres domaines que les médicaments, si vous avez une agence qui doit certifier ou donner un label ou une autorisation, si elle vit essentiellement de l'argent de ceux qui font les demandes, bah, il y a parfois, disons, une certaine, pas pression, mais influence en tout cas, à ne pas refuser tout de go enfin, tout en recevant l'argent de ceux que l'on est censé contrôler. Enfin bon, ce sont des choses d'ordre tout à fait général, quoi. Donc au moment du H1N1, c'est un problème majeur. Il y a eu des débriefings après le H1N1 où il était convenu d'essayer de résorber cette dépendance des agences de contrôle des médicaments, du financement par leurs clients, entre guillemets. Bon, le problème reste le même ici avec le Covid-19. Ce qui se passe, c'est que on avait plus de liberté au moment du H1N1 parce que chaque pays décidait lui-même ce qu'il faisait pour protéger sa population. Et à l'époque, notamment, vous aviez en Pologne une ministre de la Santé qui était, je me souviens de son prénom, le docteur Eva, qui était médecin généraliste de carrière depuis presque 25 ans à l'époque, et qui avait décidé de ne pas acheter les vaccins contre le H1N1 parce qu'elle avait examiné les contrats, elle avait dit je ne peux pas signer un tel torchon qui met de côté toute responsabilité, enfin qui ouvre la porte à toutes sortes de dommages pour la population qui seraient difficilement réparables. Elle a dit en tant que ministre de la Santé en Pologne, je préfère conseiller à ma population de prendre une tisane à la framboise contre le H1N1 parce que c'est plus efficace que les vaccins contre le H1N1. Et au final, on constate qu'en Pologne, où on n'a pas acheté de vaccin contre le H1N1, il n'y a pas eu plus de morts qu'ailleurs. Et c'est ça qui dérangeait l'Union européenne et les firmes pharmaceutiques, c'est qu'on puisse comparer. Donc quand on a comparé la politique d'un État membre, donc la Pologne par rapport au H1N1, eh bien, il n'y avait pas plus de morts ou de victimes du H1N1 que dans les autres pays, sans dépenser des sommes colossales. La Belgique va acheter des vaccins pour 150 millions d'euros. Je ne sais pas si c'est plus de la moitié qui a dû être jeté finalement, ou essayer d'envoyer quelque part en Afrique. Enfin, bref. Donc c'est du gaspillage monstre. Bon, oui, c'est du gaspillage parce qu'à l'époque du H1N1, vous aviez les pompiers qui manifestaient devant le 16 rue de la Loi en disant on a besoin de 60 millions d'euros pour pouvoir fonctionner normalement. Je crois qu'ils ont reçu 24 millions ou 30. Enfin, et en même temps, on décide d'acheter pour 150 millions de vaccins. On pense que ça coûte 150 millions, mais vous avez un coût. Quand vous utilisez un produit, il y a toujours le risque iatrogène, c'est-à-dire que le médicament provoque des dommages. C'est même pas le médecin qui se trompe ou quoi ou qu'est-ce, c'est le produit qui peut, d'après sa composition, avoir des effets toxiques sur la santé. Le risque iatrogène en France, c'est de l'ordre de plus de 30 000 morts par année. Donc juste la toxicité de la composition des médicaments, vaccins ou autres. Hein, je ne parle pas que du vaccin ici. On n'est pas du tout anti-vaccin. Hein. D'ailleurs, quand on a disons des précautions ou c'est-à-dire que actuellement, donc effectivement, sur la FMPS, on demande plus d'indépendance. Si les données seront alimentées par une application beaucoup plus efficace, évidemment, l'agence disposera de données plus effectives. Et alors la deuxième question, c'était par rapport... Oui, les anticorps. Oui, ben, évidemment, le but du vaccin, c'est d'immuniser la personne. Et d'une part... oui, ben, dans le règlement, oui,
dans le règlement européen, parce que c'est ça qui s'est passé avec le Covid-19, c'est que les États nationaux, les États membres de l'Union européenne ont délégué tout ou partie de leur pouvoir, et que donc on a un règlement pour l'achat des vaccins, et puis maintenant on a un règlement pour le Covid Pass numérique de l'Union européenne, où on fait état effectivement des anticorps, mais apparemment ça n'est pas implémenté par le règlement qui est directement applicable. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait que c'est important les anticorps, mais on ne s'y intéresse pas, et on ne prend pas cela en compte pour délivrer un Covid Pass. Comme par exemple Monaco le fait. Bon, déjà, on pourrait mesurer les anticorps pour voir si on est immunisé ou pas. C'est fondamental de voir si le vaccin sert à quelque chose et dans quelle mesure. Mais il faut pouvoir l'intégrer dans la véritable sécurité que pourrait donner un Covid Pass en intégrant le dosage des anticorps. Autrement, on crée une fausse sécurité en quelque sorte. Merci Philippe. Mais en tout cas, je voulais te dire quand même, parce que tu parles de l'Europe, mais l'Europe, c'est quand même assez spécial. C'est pas un chef d'orchestre, puisque en France, en Suisse, au Luxembourg, ils font des tests sérologiques pour éviter la deuxième dose, qu'on ne fait pas en Belgique. Donc chaque pays fait à sa mode, fait à sa façon, et ça, c'est pas normal. Donc je trouve que ça mérite d'aller en justice, parce que l'Union européenne impose des choses à certains pays, et certains pays font quand même comme bon leur semble. Pourquoi est-ce qu'un Belge doit faire 2 doses ou peut-être 3 doses, et pourquoi est-ce qu'un Français fait une seule dose sur base d'un test sérologique? C'est pas normal, on joue quand même avec des vies, on a des personnes qui vont peut-être être gravement malades ou gravement en danger avec une deuxième ou une troisième dose, sans précaution, sans test sérologique avant, sans prise de sang. Alors bon, je vais terminer cette conférence de presse en disant que ça suffit. Vous avez quand même compris tout le travail que nous avons fait depuis 18 mois, avec une application maintenant qui va être mise en jeu, mais nous avons besoin de vous. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont appelés, téléphoné, en détresse, en danger, discrimination. Mais maintenant, c'est terminé. On ne parle plus, on n'agit plus. On est au tribunal, on va aller en justice. Et donc, il y a des audiences devant le Conseil d'État, en référé, devant la Cour de justice européenne, grâce à Philippe et son travail. Et on a besoin de vous. Donc, les témoignages, continuez à les envoyer via lagardère@gmail.com. Il y aura une application qui va arriver. Nous avons besoin de vous aussi lors des manifestations. Il y a eu une marche samedi. On était quand même bien nombreux, mais pas assez, puisqu'il n'y avait quand même que 7 médecins. Et on a besoin de vous lors des audiences. Ce sont des audiences publiques. Venez écouter les avocats des parties adverses. Venez entendre ce qu'ils disent au tribunal, soi-disant que la loi relative aux droits du patient ne concerne que les patients et pas les médecins. Venez écouter ce qu'ils disent concernant cette vaccination obligatoire. Venez écouter ce que des avocats peuvent mentir devant un juge, peuvent manipuler un juge, peuvent salir les personnes qui essayent de vous aider. Alors, il faut agir. Il y a une marche, il y en aura d'autres, mais nous avons maintenant nos enfants qui sont en danger. Je le répète, il y a des enfants qui sont en danger. En tout cas, notre fille ne sera pas vaccinée. Elle est immunisée, elle a des anticorps, et quand bien même, elle ne sera pas vaccinée. Parce que la garantie de ne pas avoir d'effets secondaires est tellement faible par rapport à ce qu'on entend, puisqu'il ne faut pas oublier que dans les hôpitaux, on cache la vérité. Tout ce que vous savez aujourd'hui, ce sont des chiffres et des manipulations depuis plusieurs mois. Mais quand on va sortir les vrais chiffres, donc concernant les effets secondaires réels, vous allez vous être étonné, mais pour certains, il sera trop tard. Comment est-ce qu'on peut fermer les yeux et dire que ce vaccin en phase 3 est inoffensif, comme j'ai entendu dire dans la bouche de ministres, alors qu'il vient d'être mis en route de quelques mois et que des médicaments dans le passé ont été arrêtés après des années et des années. Cet ARN messager a peut-être des effets positifs, mais en tout cas, il a des effets négatifs également, qui sont seulement en train d'être rassemblés, d'être mis dans des études. Mais votre enfant est-il un Kobe? Votre enfant, qui est en bonne santé aujourd'hui, a-t-il le droit d'avoir un effet secondaire à vie? Tu voulais parler? J'ai une petite question, oui. Parce que c'est une question qui est quand même... bonjour tout le monde. Bonjour. Voilà, donc j'ai
Donc, c'est Madame Efmou, donc je suis présidente de la Gardère. Voilà. Donc, en fait, j'ai une question à te poser parce que ça revient souvent maintenant, vu que l'école va reprendre ici la semaine prochaine. Les parents demandent, vous aviez parlé d'un papier avec maître pour ne pas faire donc un papier qui explique qu'on est contre la vaccination, ne pas obliger nos enfants à se vacciner. Donc, le consentement éclairé, j'aimerais que tu donnes un petit mot à ces parents qui sont maintenant en train de se poser plein de questions et en panique. Donc, j'aimerais quand même qu'on puisse un peu parler de ce document, de voir comment on pourrait se le procurer et comment ils peuvent faire afin que ces enfants ne soient pas vaccinés s'ils ne le veulent pas. Merci. Je vais répondre à la première et je donnerai la parole à mon ami Philippe. Donc, en réalité, à la Gardère ASBL, le consentement éclairé qui fait partie de la loi relative du droit du patient, elle est importante. Le consentement éclairé est important. Depuis le mois de mars, tout patient qui est pris en main par la Gardère ressort avec un consentement éclairé. Il est venu de sa propre initiative et il est sorti avec un certain nombre d'actes qui ont été réalisés, que ce soit test, prise de sang, examen. Ça, c'est un consentement éclairé. Le patient donne l'accord à la Gardère d'être pris en charge. Et dans cette vaccination obligatoire, c'est la même chose. Il y aura la création, donc dans les jours qui vont arriver maintenant, d'un document, d'un consentement éclairé. Les parents, avec le médecin, doivent signer un papier. Ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord, mais ils doivent le mettre par écrit avant toute vaccination. Ça, c'est important dans cette liberté, dans ce pays. La loi relative aux droits du patient doit être respectée, même dans cette crise sanitaire. Il faut que les parents remplissent ce document. Et nous allons mettre ce document en route. Philippe, est-ce que tu veux expliquer ce consentement éclairé? Oui, ben, d'abord, on l'entend, je dirais, en grand tous les jours. Enfin, le vaccin n'est pas obligatoire, mais en même temps, il y a une pression et des discriminations qui apparaissent dans toutes sortes de situations de la vie courante. Donc, le certificat numérique de l'Union européenne, il était prévu dans le cadre de la libre circulation. Bon, au niveau belge, au niveau de nos systèmes juridiques nationaux, de notre état de droit, nous avons une garantie assez importante qui est celle que tous les Belges sont égaux devant la loi. Ça, c'est ce que nous dit notre Constitution. Et nous avons aussi différentes lois qui interdisent les discriminations. Donc c'est interdit de discriminer pour pouvoir travailler, pour pouvoir étudier, pour pouvoir avoir accès à des droits sociaux. On ne peut pas être discriminé pour des raisons de santé. Alors, la vaccination, c'est un droit. Hein, on a le droit de choisir. Le vaccin Covid-19, comme il est expérimental, ne peut pas être obligatoire. Donc la décision est toujours individuelle. Pour les enfants, évidemment, on a vu toute une campagne par lettres et par spot publicitaire. Normalement, on ne peut pas faire de publicité pour un médicament, c'est tout à fait interdit. Ici, c'est pas les firmes fabricantes qui font les publicités, c'est l'État lui-même par différentes agences comme la VIC ou en Flandre ou ailleurs. Il y a au niveau des médias comme la RTBF par exemple. Ça veut dire que on fait de la publicité pour un médicament et les droits des patients, donc les articles 7 et 8, c'est une information que doit donner en principe le médecin ou le personnel soignant. Et bon, c'est pas le travail de la radio, de la télé, ou David disait, c'est pas au ministre de nous dire ce qu'il faut faire par rapport à la santé, c'est le médecin. Mais bon, il y a eu, c'est le problème évidemment depuis l'année dernière, une rupture de la continuité des soins. Dans les centres de vaccination, le médecin traitant n'était pas aux côtés de chacun qui voulait se faire vacciner. Donc tout ce qui est, je dirais, la relation de confiance entre le patient et le médecin dans la situation familiale pour les parents, les enfants, etc., elle est complètement émiettée, ou je dirais, n'est plus concrète dans la réalité. Elle doit pouvoir
existe à nouveau, mais bon, beaucoup enfin, comme David le disait, il y a des médecins qui sont un petit peu eux-mêmes dans la peur et eux-mêmes sous-informés par rapport à la réalité du vaccin Covid-19. Et bon, je ne sais pas si tous les médecins sont au courant des quelques points d'attention que j'ai lus sur le site de la FMPS, mais bon, il y en a qui tomberaient des nues simplement en étant informés des informations existantes. Donc il faut pouvoir revendiquer le respect du droit, donc d'abord de l'égalité constitutionnelle. Il ne peut pas y avoir de différence. On ne peut pas être discriminé, donc on ne peut pas être obligé d'être vacciné pour pouvoir suivre des cours ou étudier. Mais dans la réalité, on voit que, bon, même ou pour postuler à un emploi, parce que bon, même au niveau des entretiens d'embauche, apparemment il y a déjà des discriminations qui se font. Donc il y a tout un travail à faire. Je dirais que c'est un travail énorme parce que il y a une telle propagande vaccinale qui ne respecte pas le consentement éclairé, puisque c'est une publicité en fait, et tout ce qui peut être précaution et donc respect de la règle de d'abord ne pas nuire, puis notre série est mis de côté. On n'a plus, je dirais, la prise en compte de la santé dans la situation individualisée, ce qui doit être toujours le cas, mais qui maintenant est balayé par toutes sortes de peurs ou de manipulations. Je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est aussi qu'on puisse faire, par exemple, des prises de sang, même dans les écoles, pour que si jamais... Oui, comme en Israël. Donc on doit suivre les bonnes pratiques de pays où on a vacciné au maximum, comme Israël. Voilà. Et donc si, par exemple, dans des écoles où il y aurait quelques cas positifs, on pourrait de façon très précise faire un screening par classe ou par bâtiment, enfin de façon intelligente, efficace, pas trop coûteuse, et permettre en même temps à l'école de continuer à fonctionner, que les élèves puissent fréquenter leur école et pas se retrouver à la maison, etc. Donc il y a des outils que David, dont il fait la promotion. C'est ce dont moi l'année passée, j'avais fait une action référée pour un client pour avoir accès aux tests, aux autotests. Bon, à l'époque, on nous disait que c'était trop tôt, mais je pense que tous les outils existaient déjà depuis un an, et on commence à ouvrir l'accès aux outils précis après beaucoup trop longtemps, quoi. Donc maintenant, il faut exiger de pouvoir disposer de tests sérologiques en milieu professionnel, dans les écoles, dans les entreprises, dans les administrations, et tout ça permet de vérifier le dosage des anticorps, de voir quelles mesures peuvent être prises, sans se retrouver dans cette espèce de bras de fer, d'obliger et de ne voir que la solution du vaccin, parce que la véritable protection, comme un médecin peut le confirmer, c'est pas que le vaccin en tout cas. Merci Philippe. Mais comme je l'ai dit tantôt, ça fait la 5e conférence de presse, donc je pense que dire, c'est terminé. Ils nous ont bien entendus et n'ont pas réagi. Donc ça va être la justice. Moi maintenant, je m'adresse aux patients, aux professionnels de la santé, aux parents. Donc sachez, et c'est l'OMS qui le dit, sachez que 10 jours après une infection, il y a des anticorps, on sait les mesurer, on sait les doser par prise de sang, test sérologique. Ça se fait en Israël depuis 2 jours. Voilà, on y est depuis, c'est important. Deuxièmement, pour ce qui est discrimination, ne tombez pas dans le panneau, ne tombez pas dans le piège, ne vous laissez pas faire. Vous n'êtes plus seul aujourd'hui, vous n'êtes plus seul. Donc s'il y a la moindre discrimination, en attendant l'application de 2-3 semaines, vous avez toujours le mail lagardaireasbl@gmail.com ou mes comptes Facebook. Il y a moyen de maintenant ne plus être seul face à votre détresse et votre souffrance. La discrimination, c'est non. Justice. Et c'est Philippe qui va s'en charger avec son équipe. Alors, n'oubliez pas, les enfants à l'école, même chose. Si vous souhaitez qu'ils ne soient pas vaccinés, c'est votre droit. C'est le droit des enfants aussi, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas d'accord non plus. Pourquoi? Parce qu'à Glun, on s'est rendu compte que parents et enfants ont des anticorps, sont immunisés. Comment est-ce qu'on peut me prouver à moi que je dois fermer les yeux, que sur 18 mois, après 18 mois, il n'y a pas d'anticorps dans la population belge? Il n'y a pas d'anticorps dans la population belge après 18 mois. Ça veut dire qu'on est dans une infection très contagieuse et on n'a pas fait la moindre étude, le moindre dosage en test sérologique ou en prise de sang au sein de la population. Et je vous dis aujourd'hui
que les anticorps, même si c'est 9, 10 euros, même qu'il y a 10 millions d'habitants, ça fait 100 millions d'euros. Mais quand vous voyez que les PCR ont rapporté jusque maintenant 800 millions, quand vous voyez que la FMPS a acheté des tests Zentech pour des 8 millions, quand vous voyez qu'on a acheté des masques, on les a détruits, quand vous voyez ce que coûte le tracing, ce que coûte ces vaccinodromes, ce que coûte cette publicité, cette propagande, quand vous faites le calcul de tout, il y a des personnes dans quelques années, dans quelques mois, dans quelques années, ils ne sauront plus se payer une ambulance. Ils ne sauront plus se payer des traitements. Ils ne sauront plus se soigner. Comment voulez-vous, avec 1 000 euros par mois, des personnes qui vont se soigner? On a dépensé dans cette crise en vaccins, en tests PCR, en masques, en tout ce que vous voulez, tellement d'argent qu'on dit maintenant c'est gratuit. Mais gratuit pour qui? Gratuit sous quelle forme? Il y a quelqu'un qui paye, c'est vous. C'est vous qui allez le payer. Par des remboursements qui vont encore diminuer, par des prix qui vont encore augmenter. Et cette semaine, on pleure une dame de 80 ans. On lui a dit, son mari peut sortir, mais il faut une ambulance à 500 euros. On en a trouvé une à 42,80 euros. Et on a dû la prendre plus loin que l'endroit où elle habitait. Les ambulances privées vont de 200 à 1500 euros pour quelques kilomètres. Vous vous rendez compte? Des gens n'arrivent plus à se soigner. Et ça, c'est toujours le même combat que nous menons il y a 4 ans. Mon frère, qui était pharmacien, était rentré dans un combat à La Louvière. Des médicaments sur son comptoir qui n'étaient pas donnés aux patients étaient détruits. Il y a une loi, vous devez le savoir, il y a une loi, que tout médicament qui n'est pas délivré à la pharmacie doit être détruit. Donc il y a des médicaments à 1 euro, à 10 euros, à 100 euros, à 1000 euros, à 5000 euros pour les cancers. Ils sont détruits. Et c'est pour ça qu'on a créé la pharmacie solidaire, pour justement donner à des personnes le soin de se soigner. On jette, on détruit 600 tonnes de médicaments par an. Et voilà le problème, Philippe. C'est que tu parles d'argent, cette prise de sang, cette test sérologique, ces traitements, ces 10 premiers jours, tout ça, ça aurait pu sauver beaucoup de vies. Beaucoup de vies. Et voilà pourquoi on est là aujourd'hui. S'il vous plaît, retenez de cette conférence de presse, que vous soyez professionnel de la santé, que vous soyez parent, que vous soyez patient, il y a maintenant une décision. C'est que vous n'êtes plus tout seul, ne tombez plus dans cette discrimination, ne vous laissez pas faire, revenez vers la Gardère SBL, mais il y a d'autres associations qui vont se mettre en route. Il y a d'autres structures qui vont se mettre en route. Il y a des applications et il y a de l'espoir. Ne vous laissez pas faire. J'aimerais quand même, docteur, que tu réponds à la question parce que voilà, où peut-on trouver ce document? Comment allons-nous faire, nous en tant que parents, pour avoir ce document pour que nos enfants ne soient pas vaccinés si on ne le veut pas? Eh bien, donc, en attendant le fameux SMS, en attendant le texto, en attendant l'application, là, donc, il y a tous les moyens que la Gardère met en œuvre aujourd'hui. Donc, il y a une adresse mail, lagardère@asbl@gmail.com. Il y a, si vous avez des difficultés par rapport à tout ce qui est Internet, il y a la bête adresse, ruelle Crier numéro 7, 7011 Glin. Donc là, il y a des documents qui vous attendent. Il y a tous les comptes Facebook. Il y a les différentes, par mon GSM, 0475 31 97 45. Ça, c'est la première démarche. Donc, je répète tout doucement, lagardère@asbl@gmail.com. Ça, c'est l'adresse mail. 2, il y a l'adresse donc postale. C'est ruelle Crier, CRIEZ, numéro 7, 7011 Glin. Il y a tous les comptes Facebook. Donc, il y a David Bouillon, il y a David Bouillon bis, il y a David Bouillon terre. Mais en tout cas, vous savez me retrouver. Et alors, dans 2-3 semaines, il y aura l'application. Madame Befumo, est-ce qu'il y a autre chose dans l'explication des données? Non, je pense que c'est bon. En fait, je pense que tu as bien répondu à la question vis-à-vis surtout des parents actuellement qui se posent la question avec la vaccination, qui sont contre pour le moment par rapport aux écoles. Alors, les parents doivent s'adresser
à leur médecin traitant en priorité, bien entendu. Ça, c'est la confraternité. Le patient et son médecin traitant. Donc, à eux de pouvoir déjà remplir ce papier. On peut le faire à la main et on va essayer de le faire maintenant, tout réaliser. Mais ce consentement éclairé, s'il est signé, rempli par les deux parents et par l'enfant et par le médecin traitant, il y a un arrêt à cette vaccination obligatoire. Parents, c'est vous qui avez la balle dans votre camp. Ne vous laissez pas faire. Et il y aura donc un exemplaire pour le directeur de l'école et alors il y a un exemplaire pour vous. Et s'il y a la moindre chose qui se passe concernant cette vaccination, vous pouvez toujours m'envoyer un courrier, m'envoyer un mail ou me donner un coup de téléphone. Il n'y a pas de souci, on est là pour vous. Nous sommes parents aussi, Madame Befumeau. Nous sommes parents, toi, moi, on est tous parents. On est patients et on est professionnels de la santé. Nous représentons les trois catégories de citoyens et on se battra jusqu'au bout pour amoindrir, diminuer, éliminer cette souffrance que vous vivez en ce moment. Docteur Bouillon, Faisal Chifou pour Cité 24. Enchanté, bonjour. Bonjour. Je voulais vous poser une question par rapport à la presse traditionnelle. Avez-vous convoqué la presse traditionnelle parce que je ne la vois pas présente aujourd'hui? C'est une très bonne question. Donc effectivement, il y a eu 1200 invitations qui sont parties. Donc 1200 invitations pour participer à cette conférence de presse. Et ça fait maintenant 5, 6, 7 conférences de presse, pas un journaliste. Donc je t'avoue, je l'avoue, je suis censuré. Donc la Gardère est censurée. Malgré une expertise qui est saluée par M. Facon, qui est le commissaire Corona, on a eu une visioconférence. Malgré ça, on est censuré. Mais avec un grand C. Et c'est grâce à vous, je dis j'aime bien grâce à vous, qu'on peut continuer le combat. Donc je répète, c'est grâce à Cité 24, grâce à BAM, grâce à Kéros. Et donc je demande aussi à tous ceux qui nous suivent de vous aider aussi vous, dans votre travail, parce que vous êtes venus ici, vous n'êtes pas toujours non plus des salariés, vous avez votre travail, tout travail mérite salaire, vous avez besoin de moyens. Donc, ils doivent penser à vous aussi. Vous avez des comptes des comptes bancaires sous vos sites. Eh bien, ils doivent vous aider aussi. Nous aussi, on a besoin d'aide. D'ailleurs, il y a le numéro de compte de la Gardère qui est ouvert parce que nous sommes une ASBL comme vous. Pas de subside, pas d'aide de l'État. Au contraire, on a plus d'emmerdes que d'aide. Hein, mais on a besoin des citoyens. Mais on est parti pour tous s'unir. L'union fait la force. Et si vous ne l'avez pas compris, pas vous, mais les personnes qui nous regardent, si vous n'avez pas compris qu'il est moment maintenant de s'unir, que l'union fait la force, c'est parce qu'on est en train de se battre entre la vie et la mort. Le Titanic, il est en train de circuler sous la mer et l'iceberg, le virus est toujours là. On coule ou on ne coule pas? On avance ensemble ou on n'avance pas? Et cette vaccination obligatoire, moi je dis non. Pas de propagande. Pas de vaccination obligatoire de cette Covid et pas de discrimination. Pourtant, je suis pour la vaccination, mais pas celle-ci. Trop vite et trop massif et du n'importe quoi. Mais en tout cas, en ce qui concerne la presse, qui est de mèche évidemment avec les responsables politiques, évidemment, ils ont des subsides, ils ont des pressions, ils se laissent faire, mais c'est au nom et contre l'intérêt des citoyens, contre l'intérêt des patients, contre l'intérêt des parents et contre l'intérêt des professionnels de la santé. Les professionnels de la santé, on les a applaudis pendant les 6 premiers mois. On les a applaudis. Et maintenant, on cracherait bien dessus parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Mais de quel droit? De quel droit? Ça, c'est pas bien. C'est pas bien parce que ce n'est pas une crise sanitaire gérée de manière médicale et scientifique. Et j'ai l'impression de vivre une troisième guerre mondiale parce qu'en réalité, il y a des collabos ici. Il y a des gens qui se battent pour les autres. Et il y a des gens qui ferment les yeux et qui se taisent. Moi, j'ai choisi mon camp. J'ai choisi ma mission. Voilà. Docteur Bouillon, Olivier Legout pour Cité 24. Bonjour Olivier. Nous, on se connaît, hein? On se connaît. Il y aurait, en fait, la Federal Drug Administration en Amérique qui aurait décidé, ou va le faire incessamment sous peu, d'autoriser l'autorisation de mise sur le marché définitive pour Pfizer. Ben oui, voilà. Donc en réalité, vous savez, Pfizer, c'est une firme pharmaceutique qui avait des actions, qui avait un certain
chiffre, c'est une certaine valeur avant la vaccination, et il y a des explications, il y a ci, il y a là, il y a des conflits d'intérêts. En réalité, est-ce qu'on est dans un traitement pour sauver la vie, pour vraiment mettre en route vraiment un vrai traitement pour gérer une crise, ou c'est simplement quelque chose qui est là pour enrichir certains, puisque je vais vous le dire, dans quelques mois, cette vaccination va passer à la trappe, et on va avoir des traitements, 5 traitements qui sont déjà sur la table de l'Union européenne à base d'anticorps, et donc ça va être des traitements. Et donc cette vaccination, elle est médicale ou elle est financière et politique. C'est l'un ou l'autre. Si ce traitement existe déjà, qui sont prêts, pourquoi encore attendre 2 mois et continuer à vacciner en masse alors qu'on sait bien qu'il y a des effets secondaires, il y a des décès, etc. Écoute, la question que tu me poses, c'est comme si je demandais pourquoi l'État autorise encore de fumer en prenant des taxes. Pourquoi l'État continue ses voitures diesel alors qu'on sait que le pétrole est toujours là? Mais on aurait pu arrêter ces voitures depuis longtemps. En réalité, tant que ça rapporte à l'État, tant que ça rapporte à certaines personnes, des élites qu'on appelle ça, des élites, le sommet de la pyramide, ben c'est normal qu'on va continuer quelque chose qui n'est pas médical, qui n'est pas scientifique. Parce que là, je rejoins mes amis, le docteur Résimon, les naturopathes, cette infection qui est là. Si on avait boosté, si on avait amélioré, si on avait géré cette prévention déjà. Nous avons une personne âgée à Glin qui a 4 de vitamine D au lieu de 30. Donc ça veut dire que si on avait pris en main tout de suite la gestion de l'immunité, la prévention, examiner tout de suite la prise de sang, qui ne coûte pas si cher que ça, contrairement à ce qu'on peut penser, et après le traitement adéquat à ce qui cloche, à ce qui ne va pas dans la prise de sang, les personnes n'auraient jamais été à l'hôpital. Mais alors tu es en train de me poser une question, mais est-ce que ça arrange l'hôpital d'être rempli ou pas? N'y a-t-il pas eu des primes Covid? N'y a-t-il pas eu de l'argent qui est tombé au détriment des professionnels de la santé qui étaient aux urgences, peut-être bien, et aux réanimations? Mais les gestionnaires d'hôpitaux, ils ont été au restaurant en vacances, il ne faut pas croire. Le problème, c'est une gestion financière d'une crise, et c'est une mauvaise gestion. Ce n'est pas une gestion médicale, ni scientifique. Et c'est pour ça que je suis censuré. C'est pour ça qu'on me met des bâtons dans les roues. C'est pour ça qu'on ne veut pas m'écouter. Parce que si on avait géré cette crise de manière médicale et scientifique, on n'en serait pas là. Mais en attendant, il y a des personnes qui ont perdu des êtres proches, il y a des personnes qui ont peut-être des maladies à vie, qui sont peut-être branchées à l'oxygène à vie, et qui ne devaient pas l'être. Et moi, j'ai en mémoire toutes ces personnes âgées qu'on a laissées mourir à domicile, avec des articles dans le journal, dans la presse traditionnelle, comme tu dis. On le disait noir sur blanc. On laisse mourir les personnes âgées dans les maisons de repos. On laisse mourir les personnes âgées à domicile parce que les hôpitaux sont saturés. Des personnes sont décédées de cancer, sont décédées de maladies cardiaques respiratoires parce que les hôpitaux étaient saturés. Et si on avait agi à domicile tout de suite, les hôpitaux auraient pu soigner les autres maladies non Covid. Et on ne l'a pas fait. Et il ne faut jamais oublier ça. Et si on se bat encore aujourd'hui, c'est grâce à vous, les médias indépendants. Si vous n'êtes pas là, je me retrouve comme 1 an en arrière, avec 0 personne dans la salle. Donc je vous dis un grand merci, 1000 merci. Parce que c'est votre combat aussi. Parce que vous aussi, vous êtes censurés. Parce que vous aussi, vous n'êtes pas appréciés. On est tous dans le même bateau. Alors sauvons le Titanic. Sauvons-le tous ensemble. Dernière question, docteur Bouillon. Pour ceux qui disent que... Avant-dernière, parce qu'il y a madame qui a levé son doigt. Oui. Pour faire invoquer un peu du diable, pour ceux qui disent que vous avez un discours alarmiste, qu'est-ce que vous leur répondez? Au contraire, ce n'est pas alarmiste, puisque je vous parle de prévention, je vous parle d'examiner tout de suite, je vous parle d'un traitement, d'une prise de sang, des tests sérologiques. C'est justement dire, voilà, nous le faisons avec 40 000 personnes et ça a marché. C'est de l'espoir. J'ai jamais parlé d'une manière alarmiste. J'ai parlé justement d'espoir. Il y a une application qui va sortir. Il y a des tests, il y a des traitements, il y a la prévention. Au contraire, je suis alarmiste si on ne m'entend pas, si on ne réagit pas, si on ne s'informe pas de ce que j'ai dit par rapport à ce que j'ai dit. Donc en réalité, moi je suis prêt à être entendu par n'importe qui, n'importe quand. Mais ils ne veulent pas. Donc ceux qui sont alarmistes, ce sont les responsables politiques. Ils mettent la population dans la peur, puisqu'on oblige quelque chose qui peut être évité. Et je dirais même plus grave, on impose quelque chose qui doit être évité. Quand on manipule un traitement récent, on doit être dans la précaution,
on doit être dans piste. Si on ne m'entend pas, si on ne m'écoute pas, et si on fait confiance à des gens qu'on ne devrait pas faire confiance. N'oublions pas que la personne qui a parlé vendredi de l'hépatite B, il avait une gare à Mons à construire pour 35 millions. On en est à 350 millions. Donc sa parole n'est pas évangile. Moi, tout ça, je peux le prouver à n'importe qui. Et en plus, Israël, qui est le top de la vaccination, font les tests sérologiques. Qui a raison, qui a tort? Pas alarmiste. Ici, j'apporte une solution. Nous apportons des solutions. Grâce à Maître, grâce à Jean-Luc. Ça, c'est de l'espoir. Et vous êtes là pour en témoigner. Enfin. Madame. Bonjour, docteur Bouillon. Je suis là pour Libre Choix chez moi et que en Belgique. Ah oui, que vous m'avez envoyé un mail, exactement. Je veux d'abord vous remercier pour votre combat parce que j'espère que beaucoup de médecins suivront votre exemple parce que si personne ne se lève, on ne va pas s'en sortir. Exactement. Et à cet effet, en fait, votre document pour les parents et le app que vous êtes en train de construire, exactement, qui est sur la route. beaucoup. Ah, ben voilà. Publicité auprès de Libre Choix chez moi, bien entendu, mais en fait également du côté flamand. Est-ce que c'est prévu de les avoir dans les deux langues? Parce que ça me paraît très intéressant. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Et donc ça... On avait évidemment commencé par une langue. Tout est possible de faire dans une seconde aussi. Hein. Et une troisième. Et puis normalement, enfin on va voir, mais la technologie est ouverte au niveau international. Mais voilà, c'est quoi comme association? Parce que c'est important, puisque nous sommes quand même toutes des personnes qui construisons quelque chose et qui essaient de trouver des solutions. Donc je pense que tu devrais peut-être expliquer je pense que tu m'as envoyé un mail parce qu'on se connaît que depuis une semaine aussi. Oui, voilà. Juste une semaine, très peu. Et donc tu m'as envoyé donc un message hier, j'ai pas su te répondre et j'en suis désolé parce que tu vois que c'est très très lourd. Hein, mais en tout cas, présente-toi pour voir un petit peu ce que tu fais toi ou ce que tu comptes faire. Eh bien, l'initiative nous vient des Pays-Bas. Là-bas, ça s'appelle Keuze Vrij bij mij. Et en fait, c'est une association qui met tout en œuvre pour sensibiliser le grand public à l'importance de conserver la liberté de choix. Et donc, on veut, pour le reste, rester aussi neutre que possible parce que nous souhaitons, bien entendu, parler à un maximum de Belges. Aujourd'hui, c'est surtout les gens qui sont convaincus de leur choix de ne pas vouloir se faire vacciner, mais qui nous dit que dans un avenir proche ou lointain, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont être confrontés à toutes ces mesures mises en place et se disent, mince, même s'ils sont contents ou pas contents, peu importe, de leur vaccination, qui veulent quand même conserver une liberté dans notre société. Et donc, nous mettons tout en œuvre avec toute une campagne marketing, c'est vraiment très professionnel. On va avoir notre site web qui est lancé cette semaine-ci en Belgique. Mais pour le reste, vous avez déjà beaucoup d'exemples aux Pays-Bas, si le néerlandais vous dit un tout petit peu. Oui. Mais bon, et on souhaite vraiment rallier tous les Belges, vraiment d'Anvers jusqu'à Arlon et de Eupen jusqu'à La Panne, pour ainsi dire. On veut vraiment être tous ensemble derrière un même drapeau et rallier un maximum de Belges à notre cause. C'est pour ça que je dis bravo à Dr Bouillon, parce que c'est vraiment beau ce que vous faites. C'est un combat qui est dur à mener et qui est quand même, qui mérite le respect. Et un grand merci. Mais justement, ce que tu dis est très important, c'est que ce qui est important aussi, tu vois ici, c'est qu'il n'y a pas de discrimination aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'on a parlé de vaccination obligatoire, hein, donc on s'adresse quand même aux personnes qui ne sont pas vaccinées et de faire attention, donc de ne pas être alarmiste, mais d'être prudent, d'être bien informé, de consentement éclairé. Mais on s'adresse aussi aux personnes vaccinées qui ont subi une mauvaise expérience aussi. Parce qu'il ne faut pas croire, il y a beaucoup de personnes qui ont été vaccinées avec des effets secondaires, on en a parlé tantôt, ils sont les bienvenus aussi vers nous. On ne fait pas
tu es gentil ou tu es méchant. Non, non, c'est tu es mal, tu es en souffrance, tu es en difficulté, on est là. Donc, vacciné ou pas vacciné, nous, il n'y a pas de discrimination. Mais je trouve ça, en tant que médecin, ahurissant que dans une loi qui est là depuis 2002, on ne peut pas donner aux patients une information complète. Comment est-ce que voulez-vous qu'un patient ait une information? Il y a une quantité importante de médecins qui ont abandonné le terrain, qui consultent à distance, ça ne va pas encore faire plaisir à beaucoup, mais ils consultent à distance, à 20 € la consultation téléphonique. Il y a 5 ans d'ici, on allait à l'ordre pour ça, et parce que c'est la crise, on peut. Voilà, donc on a des consultations à distance. Donc moi, je ne sais pas en tant que médecin comment savoir si une personne a mal la tête, si c'est grave, pas grave. À distance, il faut être fort pour donner le diagnostic. Et c'est payé 20 €. Dans les centres de vaccination, même chose, ils travaillent à 100 € de l'heure. Alors, nous, on a eu une perquisition pour un CE sur la plaquette ici. Pour un CE, on a une perquisition. Et ils font des injections, ils ne savent même pas ce qu'il y a dans la flapule, ils ne savent même pas ce qu'il y a dans la seringue, ils ne savent même pas les effets secondaires que ça engendre. Si j'injecte quelque chose et que j'apprends que la personne est décédée 3 jours après, je ne vais pas dire que c'est à cause d'un beefsteak que j'ai mangé ou des cacahuètes que j'ai mangées. Il faut quand même être logique. Et ça, on le vit tous les jours. Mais pour l'instant, on le cache. Et ça, c'est pas normal. On n'est pas en guerre ici. On n'est pas en guerre. On est dans un pays libre, démocratique, un pays d'un état de droit. Et donc maintenant, le problème, c'est la vaccination, oui ou non. Et nous autres, qu'on soit non vaccinés ou qu'on soit vaccinés et pas bien, ou avec des complications, on est là. Mais on doit tenir compte de la liberté de choisir, et que la liberté, c'est là le problème, c'est que la liberté de choisir doit se faire en fonction de bonnes informations, et pas des informations bidons qu'on voit dans la presse, pas des informations qu'on a par des directeurs d'hôpitaux, ou par des ci ou pas de là. Il faut encore une information médicale. C'est la loi du patient. Et c'est comme ça dans tous les métiers. On a besoin de bonnes informations. Et les personnes qui sont ici, les 3 médias qui sont ici, ils essayent d'être sous le terrain pour relayer les informations, les bonnes informations. La marche de samedi, il n'y a personne qui en a parlé. Alors que c'est quand même une marche de mécontentement, des marches de médecins qui sont en souffrance parce qu'on les empêche d'exercer. Vous vous rendez compte que moi, je dois suivre un protocole, que je n'ai pas suivi forcément, mais je dois suivre un protocole que quand une personne a la Covid, je dois lui dire, reste à ta maison 10 jours et prends du Dafalgan. Ça, c'est le protocole. Ça, c'est la faculté de médecine belge. C'est l'académie belge. Ça, c'est la faculté, l'académie française. Regardez ça. Rien que pour la Covid, ils ont fait un dossier complet avec les tests sérologiques, avec les tests antigéniques, avec les PCR. Ça, c'est la France. Et la France, avant une vaccination, ils font un test sérologique. La France, Macron, a fait la Covid et il n'a fait qu'une dose. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça en France et pas en Belgique? On est 2 pays l'un contre l'autre. Et on fait ça au Luxembourg, on fait ça en Suisse aussi. Alors, je le dis, David, oui, c'est un dé, mais c'est la dictature. Hein. Je fais face à la dictature. On est dans la dictature. Alors maintenant, il est temps aussi que les responsables politiques prennent conscience que devant eux, il y a des citoyens en souffrance. Ce sont leurs électeurs qui sont en souffrance. Et donc, je suis apolitique. Et j'ai oublié de le dire dès le départ, je suis un médecin, tout simplement. Je ne suis pas raciste, ni islamophobe, ni complotiste, ni extrémiste. Je ne suis pas tout ça. Je suis simplement un médecin qui essaie de faire son travail de terrain avec un maximum d'intervenants, comme aujourd'hui. Nous avons toujours travaillé. Ma compagne est infirmière, mon frère était pharmacien. Un monsieur qui est fort dans la communication, toi pour le site internet, on a besoin d'un avocat. On a besoin de tout le monde pour protéger les patients, pour donner une information et pour lutter contre la souffrance, contre l'atteinte à la dignité. Ça fait 30 ans que je fais de la médecine, je pleure quelquefois de toutes ces personnes qui sont décédées sans la moindre dignité. Et maintenant, on va toucher à nos enfants. On a déjà atteint nos personnes âgées. Il ne faut pas oublier que nos personnes âgées ont vécu l'enfer pendant ces 18 mois. Il y a des personnes âgées qui ne voient toujours pas leurs petits-enfants dans les maisons de repos. Il y a des personnes âgées qui sont en maltraitance. Ils ont droit à un médicament, ils ont droit à un traitement, ils ont droit de l'amour, ils ont droit du bonheur. Ils ne l'ont plus. Des personnes âgées se sont laissées mourir.
Ils ont peur d'appeler une ambulance, d'appeler un médecin, tellement que c'est cher, la vie est chère. Monsieur Desrupeau, il s'en fout. Il a 300 000 euros par an. Il s'en fout. Et quand je dis Monsieur Desrupeau, c'est tous les élites de la politique. Il n'y a pas lui, c'est tout parti confondu. Mais allez sur Cumuléo. Ça encore, les médias vont le transmettre. Cumuléo, vous allez voir tous les rentrées d'argent qu'ils ont par an. Et madame, qui a 90 ans, qui gagne 1 000 euros par mois, si elle a le malheur de louer sa maison, mais comment va-t-elle manger? Comment va-t-elle se soigner? Comment? Elle n'a déjà pas de voiture, elle ne va pas en vacances. Mais soyons quand même, arrêtez cette discrimination, arrêtez cette séparation du peuple, arrêtez d'écarteler. Ce Titanic, il risque de couler si on ne réagit pas. Alors lui, il est gentil, il dit, il faut écouter. Non, c'est terminé. Ça fait 18 mois que je me bats pour être entendu. Ils ne l'ont pas fait. Eh bien, il faut maintenant protéger ceux qui peuvent encore être protégés. Il faut informer encore ceux qui peuvent être informés. Donc, s'il y a des messages qui sont passés aujourd'hui, regardez la vidéo plusieurs fois, écoutez bien les conseils. Et si maintenant il y a des problèmes, on est là, il sera là avec son application, tu es là avec ton site internet. Et toutes les personnes qui veulent suivre notre arche de Noé, on est là, sans discrimination, sans racisme, sans rien. Ah, attends, derrière toi, juste derrière toi, mon ami. Voilà. Oui, Valérie Bourban. Valérie. Pensez-vous, docteur Bouillon, qu'il y a moyen de créer un rapport de force, un collectif de tous ces médecins comme vous, parce que je pense que vous n'êtes pas le seul. Non, pas du tout. Des médecins de terrain, les généralistes qui ont été écartés de la crise. Pensez-vous qu'il y a moyen de créer un collectif, un rapport de force qui pourrait aider les gens? Nous n'étions pas nombreux à cette marche. Non. Ils n'étaient pas assez là, assez nombreux, parce que je pense qu'ils ont peur aussi de Exactement. travail. Donc, si nous pouvions tous ensemble, le personnel soignant et les médecins généralistes, vous rassembler pour essayer de créer un rapport de force qui donne de l'espoir aux gens qui justement sont mis de côté, sont discriminés, ou même les gens vaccinés. Exactement. Aussi commencent à se poser des questions qui sont la plupart dans le déni, qu'on pourrait peut-être un petit peu... Ou dans la mauvaise information, maintenant qu'ils réfléchissent. Exactement. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible parce qu'en réalité, tu as mis le doigt dessus, et bravo. C'est en réalité le sens de cette conférence de presse, puisqu'on va lutter contre la discrimination, on va lutter contre la peur. Donc ça veut dire que maintenant, vous savez, à partir d'aujourd'hui, que vous ne pouvez pas avoir une peur de perdre votre emploi, de peur d'arrêter vos études, parce que vous êtes dans le droit. Donc on ne peut pas vous imposer quelque chose. Dès ce moment où vous ne pouvez pas vous imposer quelque chose, maintenant vous devez voir le directeur de face en disant, oh, allez, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux me menacer? Pas de souci, on agit. Donc, si ce rapport de force est représenté par un collectif national, donc un collectif belge, francophone, néerlandophone, germanophone, puisque je vous dis, il y a des personnes d'Anvers, de Malines qui viennent à Glin, donc il n'y a pas de souci. Je ne suis pas dans le racisme, loin de là. Et eh ben, on peut à ce moment-là créer un collectif national, un collectif belge, vraiment une union fait la force de toutes les personnes qui ont envie de vivre libre, qui ont envie de garder leurs droits que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents nous ont donnés. Et donc oui, mais ça passera par un collectif. Toi, tu me parles que de professionnels de la santé. Ah, voilà. Parce que moi, j'avais envisagé un collectif de professionnels de la santé qui serait rejoint par les patients. Parce que le professionnel de la santé et patient, c'est le binôme. Patient et professionnel de la santé, c'est le binôme. Mais ces deux-là, ils sont quand même parents, bien souvent. Ils sont souvent parents. Donc, pour finir, parents, patients et professionnels de la santé, ça peut être réuni dans un collectif. J'ai une consoeur qui m'a sonné, qui était en vacances, donc ce week-end, à 1h du matin, et elle était contente, elle était triste de ne pas être à la marche, et elle dit, je vais téléphoner à mon frère qui est médecin à Liège, et donc oui, donc déjà, je pense que cette conférence de presse, ça peut donner aussi de l'espoir de dire, voilà, maintenant il est temps de se réunir. Je ne connaissais pas le docteur Stéphane Résimond, c'est un brave type, et j'étais à son audience, et il me donne l'envie de combattre à ses côtés, de combattre avec lui. Hein, et d'autres médecins donc, qui étaient là samedi et qui m'ont contacté, Frédéric, je ne sais plus comment son nom, mais il y en avait plusieurs. Et donc, oui, tous ensemble, professionnels de la santé, qui, et je ne vais pas dire vaccinés ou non vaccinés, mais qui ont le sentiment qu'ils ont décidé quelque chose, mais ils n'imposent pas leurs idées aux autres. Donc ça veut dire
que dès le moment où on est dans la bonne information et que la personne décide, eh bien, cette décision, elle était libre. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on réunirait un collectif de philosophie, d'une pensée libre, mais qu'il faut contrer quand même tout ce qui est discrimination, tout ce qui est atteinte aux libertés et atteinte à nos droits. Et dont vous en faites partie aussi. Parce que c'est grâce à vous aussi qu'on peut avancer vite et bien. Voilà. La question de l'internaute qui rejoint cette question-là, en fait, c'est que est-ce que vous êtes en connexion, en relation avec des médecins dans d'autres pays européens pour faire cette collectivité, justement? Écoute, en réalité, maintenant, grâce à YouTube, grâce quand même au réseau, j'ai même un médecin de Montréal qui m'a contacté. Oui, donc il y a des médecins italiens, mais il n'y en a pas beaucoup parce que la question, elle est très intelligente. On a mis les médecins dans la peur et dans la menace. Donc ça veut dire, si tu ne fais pas ça, si tu ne fais... Donc c'est un petit peu, fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. C'est ça. Donc ça veut dire qu'on les a mis dans la menace, on les a mis dans la sous-pression. Si tu fais ça, on te suspend et j'ai la blague. J'ai la blague. Donc j'ai la blague. Mais il n'y a pas de souci. On me provoque. Si tu sèmes le vent, récolte la tempête. C'est comme ça. Donc, le problème, c'est que je suis un gosse qui regardait la télévision. Quand j'étais jeune, on n'avait pas beaucoup de loisirs. Et je me souviens du film Les Zoulous. Les Zoulous, tu as beau avoir des Anglais avec des armes à feu, ils ont quand même été battus par des personnes qui voulaient défendre leur territoire. Et le nombre, c'est très important. Le bas de la pyramide est très important et c'est ce qu'ils essayent de faire d'en haut, c'est diviser pour mieux régner. Et donc, en étant apolitique, je pense que la médecine est complètement massacrée, que maintenant l'information est complètement, je vais dire, déformée. Et c'est grâce à vous, les médias, je vais dire, indépendants, qu'on peut faire cette conférence de presse auprès de plus en plus de personnes. Et ce collectif est important. Oui. Donc moi, mon souhait, c'est que des médecins, des infirmières, des kinés, des ambulanciers, qui sont déjà commencés à se manifester, ben on se réunit, on fait des marches de plus en plus grandes pour justement montrer que les personnes qui sont hier, aujourd'hui, sous la peur, sous la discrimination, soient demain des guerriers pour la liberté et pour les droits. Voilà. Vous voulez dire encore quelque chose? Oui. Oui, que donc, je pense que c'est important que pour que chacun puisse contribuer à la protection et donc à la règle d'abord ne pas nuire, que chacun puisse notifier ses effets secondaires lorsqu'il y en a auprès de la FMPS. Et je pense que nous allons y contribuer de toutes nos forces. Voilà. Donc on attend avec impatience. Tu devrais d'ailleurs être parti pour faire l'application le plus vite possible. Mais en tout cas, cette application, c'est aussi une lueur d'espoir, parce qu'elle peut être envisagée aussi pour justement les groupes qui se créeraient, parce que ça peut en réalité, tu donnes vraiment une ouverture, un espoir à beaucoup d'applications par un SMS qu'une personne âgée peut utiliser, qu'une personne qui n'a pas les moyens peut utiliser, parce que tout le monde maintenant a un téléphone, même basique, un SMS. C'est quelque chose qui n'a pas besoin d'Internet, qui n'a pas besoin de 4G ou de 5G. Un SMS restera toujours un SMS. Et donc, tu donnes de l'espoir à des personnes qui sont décrochées, qui sont abandonnées de notre système de santé. Et le Titanic, à ce moment-là, ne coulera pas, grâce à des personnes comme toi. Mais non, c'est la vérité. Merci, merci. Voilà, je vous remercie toutes et tous. Merci Philippe, et merci. Au revoir.